Je sais plus où je me mets. Ici. Bonsoir. Je vous explique pourquoi je demande je sais plus où je me mets, parce qu'en fait, on est filmé ce soir, parce que c'est enregistré. C'est pas diffusé en direct, ce sera en replay sur notre page YouTube, si Jean-Baptiste nous donne cet accord. Et voilà. Donc, s'il y a des gens qui ne veulent pas être filmés, on filme. C'est juste qu'à la fin, il y a un jeu de questions-réponses. Donc, si vous ne voulez pas être filmé, je vous conseille de vous mettre plutôt sur les côtés. Voilà. Donc, bienvenue au TNV pour cette séance cinéma et jeux vidéo. Qui n'a jamais assisté à une séance cinéma et jeux vidéo ici ? Oh, bah bienvenue. On est ravis de vous accueillir. Alors le dispositif, je le rappelle, c'est une analyse de gameplay ici dans cette salle à 19h et puis à 21h, un film en salle Jouvet en lien avec le jeu vidéo. Pour cette séance donc, qu'on a concoctée, enfin que vous a concocté Jean-Baptiste Massuet qui est ici, qui attend patiemment depuis tout à l'heure, que je remercie. Cette séance autour de Silent Hill 2 et de Fog de John Carpenter. Jean-Baptiste, donc, comme vous pouvez le lire dans mon dos, est maître de conférence à l'université Rennes 2. Et dans ses enseignements, il a un enseignement cinéma et jeux vidéo. Du coup, je profite de son talent de joueur et de maître de conférence pour l'accueillir au TNB et vous proposer ces séances. Des séances qui ont pris naissance au TNB pendant le confinement, puisqu'on avait des salles de cinéma et qu'on n'avait pas de spectateurs. Donc on s'est dit, on va jouer aux jeux vidéo sur grand écran. Ça doit être sûrement rigolo. Donc moi, je ne suis pas personnellement joueuse, même si j'adore jouer, mais par respect pour ma famille, je ne joue pas. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que ça va faire de regarder du jeu sur grand écran avec quelqu'un d'autre qui joue ? Ça a commencé comme ça. Et puis, on a commencé à jouer dans la salle Piccoli, là-haut. On a fait les Piccoli's Games comme ça pendant que vous étiez enfermés chez vous. C'était bien sympathique. Et je me suis dit, ce serait quand même dommage de ne pas en faire profiter notre public. Donc, les séances sont nées l'année dernière. On en a fait là-haut en salle Piccoli. Et puis l'équipe technique que je remercie vivement ce soir s'est pris également au jeu. Et aujourd'hui, on propose ça dans cette salle avec une ambiance un peu différente d'une salle de cinéma. Mais on a quand même la chance de voir les talents de joueurs de Jean-Baptiste se déployer sur grand écran. Voilà, je n'en dis pas plus. Merci Jean-Baptiste. Une séance donc autour de Silent Hill 2 et de Fog. Le pour qui, le pourquoi, le comment. Maintenant, c'est à Jean-Baptiste de nous en dire plus. Merci. Merci Stéphanie pour cette introduction qui rappelle bien la logique de ces séances un peu particulières. Donc bienvenue à toutes et tous. Alors je sais qu'il y a quelques habitués déjà parmi vous, mais aussi des nouveaux qui découvrent un petit peu ces séances de jeux vidéo commentés. Et pour ces raisons, évidemment, au risque de la redite un petit peu, je vais réexpliquer les règles du jeu de ces séances, règles du jeu qui me concernent particulièrement, mais qui aussi vous concernent, puisque bien sûr vous êtes les spectateurs et spectatrices de ces séances. Alors, quelles sont ces règles du jeu ? Bon, eh bien, déjà, la première chose, c'est que, en termes, en particulier de scénographie, ce soir, on a l'impression d'une mise en valeur absolue de ma présence ici avec cette manette de Xbox. J'ai l'impression que je suis un gamer, un vétéran gamer, mais en fait, non, pas du tout. Donc, ne vous attendez absolument pas à des prouesses de gameplay. Hein. Ce n'est absolument pas ce que vous venez voir ce soir. Peut-être que je vous déçois en disant ça, mais ce n'est pas du tout ça que vous venez voir. En réalité, on va jouer de manière assez particulière puisque au lieu de faire comme font en général les Twitchers, hein, c'est-à-dire vraiment de faire des démonstrations techniques sur les jeux, nous, on va être sur une temporalité beaucoup plus lente, beaucoup plus allongée. On ne va pas hésiter à faire des pauses, parfois à s'arrêter dans le décor pour regarder un petit peu comment est-ce qu'il est conçu, etc. Et essayer de réfléchir un petit peu à des questions de mise en scène et de mise en image, puisque c'est quand même de ça dont il est question. On le sait, hein, l'idée de regarder des personnes jouer à des jeux vidéo, ça pose des questions qui sont liées aux spécificités du média en tant que tel, puisque le jeu vidéo est un art fondamentalement interactif, où l'enjeu émotionnel et intellectuel qu'il peut proposer est lié à cette relation du joueur à l'écran et à la manette ou au clavier d'ordinateur.
au cinéma, c'est pas du tout cette relation qui s'établit entre le spectateur et l'écran. Du même coup, être dans une salle et regarder quelqu'un qui joue, il y a quelque chose un petit peu contre nature, si vous voulez, dans cette démarche. Et c'est aussi pour cette raison que cette particularité de ces sessions, je les mets vraiment en valeur, je mets vraiment ça en évidence, et je dirais même que je vais insister sur cette problématique, en fait, sur cette difficulté à parler d'un jeu vidéo sans que vous expérimentiez de votre côté ce qui se passe au niveau du jeu, à proprement parler. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, je vais même parler de la façon dont ça se passe au niveau de la manette. Je vais vous expliquer manette en main, ce qu'il y a de particulier, ce qu'il y a d'un petit peu contre-intuitif parfois, ou ce qui fonctionne plutôt bien selon moi, mais pas pour critiquer le jeu, on n'est pas là pour faire une critique, plutôt pour comprendre ce que ces modalités de jeu vont nous dire du jeu en lui-même, de son récit, de la peinture des personnages, de leur caractérisation, ce genre de choses. Et puis, bien sûr, il y a cette idée fondamentale, sur laquelle on va revenir à plusieurs reprises, qui est de s'interroger tout simplement sur la possibilité pour le jeu vidéo à être analysé sous le prisme du cinéma. Est-ce qu'on peut penser les images vidéoludiques comme des images de cinéma ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pour quelles raisons ? Et qu'est-ce que ça pose comme problème ? Et c'est vrai que c'est une relation qu'on a tendance à penser très fortement aujourd'hui. On a souvent tendance à dire que le jeu vidéo est un héritier du cinéma, alors même que cette affirmation, à mon sens, ça ne va pas complètement de soi. Donc on va essayer, bien sûr, aussi de l'interroger. Et c'est le rôle de ces séances que de le faire à chaque fois d'une manière différente. Alors pourquoi d'une manière différente ? Parce qu'à chaque session, mon idée initiale, c'était de vous proposer des œuvres vidéoludiques assez différentes les unes des autres. Alors pas seulement différentes en termes de contenu, en termes de récit, en termes d'ambiance, etc., mais aussi un peu différentes en termes de lien au jeu, c'est-à-dire de gameplay à proprement parler, des façons de jouer qui ne sont pas exactement les mêmes. Alors ça a été très flagrant sur les 3 premières séances. Pour rappel, nous avons déjà expérimenté sur Resident Evil, le remake donc de 2002. Nous avons expérimenté également sur le jeu Shadow of the Colossus, remake également d'un jeu de 2006 sorti en 2015. Et nous avons dernièrement expérimenté sur le jeu Observation, qui est un jeu plutôt d'énigmes, un petit peu particulier, mais qui était très très différent des 2 autres en termes de relation aux personnages et même aux écrans, etc. Et là, ce soir, l'idée, c'était de prendre un jeu qui soit un petit peu au croisement de 2 modalités de gameplay qu'on a déjà un petit peu étudiées dans le cadre de ces sessions, puisque c'est clairement un jeu qui est au croisement, en termes de jeu, qui est vraiment au croisement entre le Resident Evil donc, que j'évoquais et peut-être le Shadow of the Colossus, pour cette question de la relation à l'espace, dont on va beaucoup parler, comment est-ce qu'on navigue dans un espace de jeu vidéo, etc. Et donc c'est vraiment un jeu qui est au croisement entre les deux, qui va du coup parfois répéter certaines choses que j'ai pu dire à l'occasion de ces 2 séances, mais qui va aussi ouvrir sur d'autres considérations, on va s'en apercevoir. Alors, à la manière de la séance sur Shadow of the Colossus, le jeu de Fumito Ueda, qu'on avait fait en juin dernier, ou en mai dernier, je ne sais plus, à la manière de ce jeu-là, le jeu que j'ai choisi de vous montrer, d'analyser avec vous ce soir, est un jeu qui, en son temps, a participé à faire changer un petit peu le regard des commentateurs sur le jeu vidéo, puisqu'on saisissait petit à petit à quel point ce média pouvait effectivement être une forme d'art à part entière, ce qui n'était pas du tout une évidence dans les années 80-90, où on estimait que le jeu vidéo était un pur divertissement. On n'envisageait absolument pas qu'il puisse se doter d'une fibre artistique. Et du même coup, là, on comprenait avec le jeu qu'on va étudier ce soir, donc Silent Hill 2, qu'un jeu vidéo pouvait tout à fait aborder des thématiques extrêmement matures, complexes, adultes, et également donc s'ouvrir à une forme d'artisticité, loin des enjeux de divertissement que j'évoquais à l'instant. C'est d'ailleurs pour beaucoup de personnes, Silent Hill 2, un jeu qui est en fait une œuvre artistique majeure, mais même tout média confondu. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont analyser le jeu en ne parlant même pas du fait qu'il s'agit d'un jeu vidéo, mais vont dire voilà, c'est une œuvre d'art, et c'est sans doute l'une des plus grandes œuvres d'art que le début du XXIe siècle ait permis de produire. Tout un programme, bien sûr. On peut être d'accord ou pas avec ces affirmations, mais ça montre à quel point ce jeu a eu une importance cruciale au moment de sa sortie. Exactement comme ce que les jeux de Fumito Ueda avaient été aussi à l'époque. C'est des jeux qui avaient un peu révolutionné la façon de voir le jeu vidéo. Alors c'est surtout une œuvre, Silent Hill 2, c'est une œuvre qui a été extrêmement commentée, énormément d'ouvrages, de vidéos sur YouTube, de commentaires dans des forums, etc. C'est un jeu qui a donné naissance à une foultitude d'interprétations, de lectures très différentes les unes des autres, dont aucune n'est plus vraie que l'autre. En réalité, c'est le propre d'une œuvre d'art que de pouvoir être appropriée par les personnes qui en font l'expérience, bien sûr.
Mais en fait, la difficulté à laquelle je me suis confronté en réfléchissant à cette séance, c'est de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir dire de nouveau en fait, sur Silent Hill 2 qui n'est pas déjà été dit. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a des choses que je vais dire qui ont déjà été beaucoup dites sur le jeu. En réalité, ça a été tellement commenté que c'est difficile de faire l'impasse. Mais voilà, je vais quand même essayer de tirer quelque chose d'un peu nouveau, notamment en partant justement de l'analyse de la mise en scène du jeu à proprement parler, et peut-être moins de la question du game design à proprement parler, dont on va parler bien sûr un petit peu, mais tout ce qui est l'apparence des monstres, du décor, etc., on en parlera un tout petit peu, mais ce ne sera pas au centre, vous le verrez, de l'intervention. Puisqu'il me semble que par contre, ce qui a été un petit peu moins commenté dans ce jeu, c'est justement la façon dont la mise en scène participe de l'appropriation du personnage que nous allons incarner. D'ailleurs, pour être honnête avec vous, concrètement, quand j'avais pensé à la séance, je m'étais dit c'est compliqué de la faire parce que déjà il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et une option qui s'était un peu dessinée, c'était de pouvoir faire plutôt le remake, qui, vous le savez, va sortir incessamment sous peu, logiquement dans l'année, peut-être début 2024. Et il y avait eu une rumeur comme quoi il sortirait peut-être le 29 septembre, et on a compté là-dessus jusqu'à à peu près le 15 septembre, voilà, en disant peut-être qu'on va avoir une surprise et que je vais sortir et que j'aurai le temps de le faire, et donc de proposer une lecture de ce remake, qui aurait été sans doute plus agréable à l'œil peut-être dans une salle de cinéma, puisque voilà, le jeu original date quand même de 2001, ça commence un petit peu à dater, et vous le voyez sur cette image un peu pixelisée que l'on voit à l'écran ici, c'est un jeu qui va peut-être piquer un petit peu les yeux sur un grand écran, mais on a opté pour une réédition du jeu, une optimisation en fait qui s'appelait la Enhanced Edition, qui a lissé un petit peu les graphismes, et qui du coup sans doute rend le jeu un petit peu plus agréable à l'œil. Alors un peu de contexte avant de commencer bille en tête sur l'analyse. Contexte quant à la sortie de Silent Hill 2, qui est un jeu qui a été distribué par la firme Konami en 2001, qui est donc une suite d'un jeu qui s'appelle Silent Hill, extrêmement célèbre, qui est sorti en 1999. Et Silent Hill 2 a été produit par la même équipe qui travaillait déjà sur le premier épisode, qui s'était appelée pour l'occasion la Team Silent, qui est une création. Ce studio en fait n'existait pas avant Silent Hill, c'est vraiment un studio qui a été créé pour l'occasion. Puisqu'en fait, le premier Silent Hill a été conçu sur des bases bassement mercantiles, c'est triste de le constater. Une telle œuvre d'art laisserait penser que ce sont des concepteurs, des artistes qui se sont dit qu'ils allaient inventer une œuvre inédite, etc., et qu'ils allaient imposer leur vision à des studios. Non, c'est pas du tout ça. C'est simplement le studio Konami qui voyait le succès de Resident Evil en 1996 et qui s'est dit, nous aussi, on veut un survival horror, donc ce genre qui va projeter le joueur dans un univers horrifique. Nous aussi, on veut un survival horror. Et du coup, on va dépêcher une petite équipe qu'on va former pour l'occasion pour produire le jeu qu'on a envie de distribuer donc sur la PlayStation, première du nom. Alors, le jeu original était réalisé par un certain Keishiro Toyama, qui était une personne un petit peu expérimentée, qui était très inspirée par les écrits de Stephen King, par Twin Peaks également. Donc, c'est une atmosphère qu'on retrouve beaucoup dans le premier Silent Hill et qu'on retrouve aussi, bien sûr, dans les suites. En fait, ce qui est intéressant avec Toyama, c'est que c'est quelqu'un qui a beau être parti avec une idée assez précise en tête, il a tout de suite laissé la place à énormément d'artistes qui se sont avérés être des personnalités extrêmement talentueuses et inventives et qui ont fait en fait de Silent Hill ce qu'il a été à l'époque. Alors ces personnalités, je les cite parce qu'on les retrouve bien sûr sur le deuxième épisode, mais ce sont des personnes comme Masahiro Ito qui était en charge de la conception des créatures. C'était évidemment Akira Yamaoka, qui est le musicien et sound designer du premier Silent Hill, qui est aujourd'hui une célébrité absolue dans le monde du jeu vidéo. Mais c'est aussi et surtout un certain Takayoshi Sato, qui était en fait en charge des CGI, donc des images de synthèse dans le premier épisode, et qui est quelqu'un, en fait, alors c'est un peu anecdotique, mais c'est quand même assez fou de le souligner, de montrer comment le monde du jeu vidéo a évolué durant toutes ces années, qui était au départ un stagiaire, qui était un des plus jeunes de l'équipe, et comme c'est un studio japonais, évidemment, les techniciens plus jeunes avaient moins le droit au respect que leurs aînés, alors qu'en fait, lui était quelqu'un qui connaissait beaucoup mieux les modalités techniques et de programmation informatique. Et il a fini par imposer sa vision et son importance en fait, à mesure que le développement a avancé, jusqu'à se voir confier en fait, l'intégralité donc, des images de synthèse, des cinématiques du premier jeu, au point où Sato a en fait fini par vivre dans le studio pendant 3 ans, jour et nuit, et les week-ends, et il n'est jamais sorti du studio. Voilà, il a quasiment vécu là-bas au point de devenir fou pour produire ce que Silent Hill est devenu par la suite.
Face à cela, Sato a été promu évidemment sur la suite pour prendre la tête en fait, de la Team Silent. Donc, évidemment, aujourd'hui, avec toutes les polémiques autour des sessions de crunch, on le sait, sur la production des jeux vidéo, entendre ça, ça fait un peu froid dans le dos, évidemment. Clairement, c'était une autre époque. Mais ça montre aussi l'investissement total de l'équipe à l'époque sur ce jeu. Alors ce succès du premier Silent Hill va pousser Konami justement à donner beaucoup plus de budget à la Team Silent pour la suite, pour produire donc ce chef-d'œuvre qui va être donc développé sur la PlayStation 2, qui a bien sûr un hardware beaucoup plus puissant et qui va permettre donc de produire des images d'une qualité supérieure. Quand on compare en 2 ans en fait les images du premier Silent Hill et celles du deuxième, il y a un monde absolu. Jouer au premier Silent Hill sur un grand écran, je pense que ça aurait été un peu compliqué pour le coup. Là, ça aurait vraiment fait mal aux yeux. Même si le jeu garde quand même une aura assez intéressante. Mais le deuxième, il me semble, continue à bien vieillir. Je pense qu'on peut encore y jouer aujourd'hui et ne pas être trop troublé par les graphismes un petit peu datés. Puis surtout, ce qui va être vraiment mis en valeur dans la suite, c'est le brouillard, qui techniquement va avoir une importance beaucoup plus cruciale. Et c'est aussi pour cette raison que j'avais pensé à coupler ce jeu avec la projection de Fog tout à l'heure, mais j'en parlerai un petit peu plus lors de la présentation du film. Alors, avant de reprendre un petit détail, c'est une saga, quand même, Silent Hill, qui a été très régulièrement qualifiée de cinématographique. Je le souligne parce que c'est peut-être un point aveugle de la réflexion, c'est-à-dire que tout le monde le dit tellement qu'au final, on ne prend plus la peine de questionner cette évidence. Alors, à la fois sur les chaînes YouTube, je pense récemment à l'analyse qu'on a fait, la vidéaste Rattle Rock, qui à plusieurs reprises parle de la dimension cinématographique du jeu. Des chercheurs également, en Game Studies, comme Bernard Perron, par exemple, va beaucoup insister sur la dimension cinématographique de Silent Hill, ou des revues de cinéma, comme la revue Mad Movies, par exemple, qui, pour l'anecdote, avait, lors d'un dossier, alors c'était en 2001, si je ne dis pas de bêtises, au moment de la sortie de Silent Hill 2, non, ça devait être avant, ça devait être 99 ou peut-être 2000. Ils avaient fait un dossier sur les 25 films les plus flippants de l'histoire du cinéma. Et ils avaient mis le premier Silent Hill dedans, qui n'était pas du tout un film, mais qui voulait dire quand même beaucoup sur l'influence en fait, que ce jeu a eu sur les spectateurs et les joueurs de l'époque. Alors, bien sûr, on va mettre à l'épreuve cette vision aujourd'hui en nous demandant notamment si cette aura du jeu, si les interprétations qu'il a suscitées doivent tout au pouvoir du cinéma, ce qu'on pourrait penser a priori, ou si ça ne doit pas aussi quelque chose peut-être au gameplay, à la façon de penser les images de jeux vidéo qui ne répondent pas des mêmes codes que les images de cinéma. Et bien sûr, vous vous doutez un peu de la direction que ma réponse va prendre au fur et à mesure de cette session de jeu. Petit trigger warning quand même, je le dis, c'est quand même un jeu difficile en termes d'imagerie, en termes de thématique. C'est un jeu qui traite de sujets compliqués, tabous parfois, qui peuvent être un peu traumatisants. On n'ira pas très très loin dans le jeu en termes de temps, donc on n'aura pas l'occasion de voir des choses trop traumatisantes, mais je le dis quand même pour les personnes éventuellement sensibles parmi vous, attendez-vous parfois à voir des choses qui pourront être assez dérangeantes. C'est quand même un jeu qui fait toujours son petit effet là-dessus. Et qui en fait d'ailleurs, mais vous vous rappelez, j'avais parlé de ça lors de Shadow of the Colossus, qui en fait une œuvre pas très aimable pour le coup, mais c'est pas pour autant que c'est pas un grand jeu pour une grande œuvre. Je pense que certaines œuvres non aimables sont pour autant des grandes œuvres. Eh bien, nous allons lancer du coup cette petite analyse. Donc, nous allons switcher sur l'écran titre et lancer la partie. Évidemment, un jeu, je reprécise que je me mets en mode complètement facile, tout débutant, etc. Il n'y aura pas de grandes prouesses de jeu, évidemment. Tout cela pour faciliter pas seulement le jeu, mais surtout ma pensée, qui parfois de s'articuler avec ce qui se passe dans le jeu. Alors oui, il y a ça aussi, c'est qu'il y a peut-être des choses qui vont se passer des fois qui ne sont pas attendues. Ça fait aussi partie de l'expérience, donc j'espère que tout va bien se dérouler, évidemment. Donc je lance, vous allez voir que la cinématique d'ouverture est très courte, et on va tout de suite faire une petite pause pour la commenter. Mary,
Could you really be in this town? Voilà, je me permets de faire déjà une petite pause. Cinématique d'ouverture, vous le voyez, extrêmement minimaliste. 3 plans. On est très loin des canons actuels où des fois les cinématiques durent une dizaine de minutes. Et il me semblait quand même important tout de suite de commenter cette ouverture. Pourquoi elle est aussi courte, sachant qu'elle va reprendre après en tant que cinématique dans quelques instants. Mais voilà, il y a une séquence de cinématique, puis un tout petit moment de gameplay. Et je trouvais que c'était aussi intéressant de commenter ce choix. Alors c'est une séquence d'ouverture qui a été, je le disais, extrêmement commentée pour des raisons assez évidentes. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire du médium, ça n'avait jamais été le cas auparavant, les concepteurs vont faire en sorte que le personnage du jeu ne soit pas uniquement un avatar. Vous savez, cette espèce de coquille vide que le joueur va investir pour aller tuer des ennemis, etc., de façon un peu automatique, un peu mécanique. Ici, la volonté, ce n'était pas vraiment de créer un avatar, c'était vraiment de créer un vrai personnage. Le personnage donc, de James Sunderland, qu'on va découvrir dans ce jeu et qu'on va bien sûr incarner. Il y a déjà ici une différence assez fondamentale entre le traitement original du jeu vidéo et un traitement plus cinématographique, où on va effectivement essayer de penser la notion de personnage d'une manière assez singulière. Et ici, évidemment, ce qui est assez fou dans cette ouverture, c'est ce premier plan, ce plan inaugural, qui n'est d'ailleurs, vous avez remarqué, pas un plan sur le personnage immédiatement, mais un plan sur un miroir. Au début, c'est un miroir qui est vide, dans lequel le personnage va venir se refléter. Ce qui en dit long sur cette étape d'entrée dans la fiction, où on intime en fait au joueur d'accepter ce visage qu'il a en face de lui, d'accepter sa banalité, et puis le fait que ce visage est quasiment un reflet de lui-même. Vous avez vu cette composition avec cette caméra située juste au-dessus de l'épaule du personnage, qui pourrait nous donner presque l'impression que ce reflet, c'est le nôtre ici. C'est bien sûr celui du personnage, mais c'est aussi notre propre reflet. Le positionnement de la caméra a du sens. Encore une fois, elle n'est pas située à distance, elle n'est pas située de profil, elle est située de façon à ce que le spectateur puisse envisager que ce reflet est bel et bien le sien, celui du joueur. Et puis cette question de projection, évidemment, dans ce jeu JE, ce jeu littéraire, si on veut, ce jeu qu'on trouvait dans la littérature fantastique, celle d'Edgar Allan Poe, par exemple, qu'on ne caractérise pas dès le départ, mais dont on sait que nous allons devoir adopter le point de vue tout au long du récit. Cette projection dans cet être donc, qui nous est donné à voir ici, elle est aussi accentuée par un petit travelling avant, un petit zoom. On a du mal ici à distinguer les deux, mais cette avancée de la caméra qui nous donne l'impression d'entrer en fait dans ce miroir avec le personnage. Il y a une forme de brutalité dans cette ouverture, puisqu'il n'y a pas de mise en place, on ne situe pas où est-ce que ça se déroule, il faut attendre le plan suivant pour qu'on comprenne qu'on est dans des espèces de toilettes publiques, vous l'avez remarqué, assez glauques pour le coup. En fait, le seul rôle de ce plan d'ouverture est bel et bien de nous faire partager ce visage, de le partager avec le personnage. Donc. Et ça va avoir beaucoup de sens par la suite, vous allez le comprendre. Certains commentateurs, d'ailleurs, pour l'anecdote, ont fait valoir le fait que dans ce plan d'ouverture, vous avez remarqué, les yeux du personnage sont plongés dans l'obscurité. On ne voit pas ses yeux. Et il y a plein de joueurs qui ont dit, mais en fait, si on regarde bien, il y a un regard caméra. Le personnage tourne les yeux et il regarde le joueur. Et donc là, ça veut dire échange de personnalité, etc., etc. Analyse tout à fait séduisante, qui a été en fait totalement démentie par Masahiro Ito lui-même, qui a dit mais pas du tout, le joueur ne fait pas partie de l'histoire. C'est l'histoire de James Sunderland, c'est pas l'histoire du joueur. Donc le joueur n'est pas physiquement présent dans le jeu. Cette brisure du 4e mur est une aberration. Ils ont été jusqu'à augmenter la luminosité du plan pour montrer qu'il n'y avait pas du tout de regard caméra en fait. Mais c'est dire en fait ce qu'on peut projeter voilà, dans un plan comme celui-ci. Et je trouve ça finalement tout à fait révélateur de notre posture de joueurs analystes aussi, qui analysons sans en avoir conscience les images qui sont devant nous. Alors évidemment, pour rebondir là-dessus, c'est pas la direction du regard qui importe, c'est la présence de cet objet qu'est le miroir, qui renvoie bien sûr à un stade de la psychanalyse très connu, qui est ce stade de la prise de conscience de soi. Au moment où l'enfant se voit dans le miroir et prend conscience que ce qui est dans le miroir, c'est effectivement lui-même. C'est un stade effectivement de la construction de soi qui est évidemment essentiel et extrêmement important. Et puis à cela s'ajoute ce geste un petit peu étrange, que vous avez peut-être remarqué, avec le personnage qui passe sa main devant son visage. Geste un petit peu surprenant, comme si le personnage tentait de se convaincre qu'il était bel et bien là, qu'il était bel et bien réel, mais aussi peut-être une sorte d'interaction avec le joueur, c'est-à-dire que le joueur voit cette main qui passe comme pour attester le fait que c'est bel et bien lui qui va être l'actant de ce récit.
par ailleurs, le plan qui suit, le contre-champ, on voit le personnage donc dans ses toilettes qui prend une grande aspiration. C'est un plan qui permet cette fois-ci de situer vraiment le personnage dans la réalité diégétique du jeu, donc dans cet univers que l'on dépeint d'une manière assez particulière. Et là, vous avez vu, il y a un travelling arrière qui va s'éloigner du personnage pendant qu'il prend cette inspiration et qui du coup révèle, même si le travelling est très bref, révèle un petit peu plus le décor autour de lui. Donc c'est aussi cette volonté d'inscription dans l'espace qui va être évidemment extrêmement importante. Alors, bien sûr, ces deux plans, vous le voyez, l'impact qu'ils produisent est clairement à attribuer à des codes qui sont issus du cinéma. Tout ce que je viens de faire ici, c'est une analyse basée sur des choses qu'on pourrait tout à fait utiliser dans le cadre d'une analyse filmique. Cependant, vous avez remarqué qu'il y a un truc un peu bizarre. Après, il y a un troisième plan qui visuellement ne ressemble pas aux deux premiers, mais qui, là encore, ne nous laisse pas la main sur l'action. Ce plan de basculement, comme ça, on part du plan flou vers la netteté. Et on a un basculement qui est en fait clairement un basculement du personnage, de James, un basculement dans la réalité. On a l'impression qu'il a été dans une sorte de souvenir ou de pensée auparavant, et que là, il reprend pied avec la réalité. Il y a une forme de lucidité en fait, qui apparaît dans ce plan. Et c'est en fait très clairement le plan où le joueur va prendre le contrôle du personnage. Et en fait, ce qui est assez intéressant ici, c'est que cette distinction entre les deux régimes d'images, c'est-à-dire les CGI d'un côté, donc ce que je rappelle, les CGI, c'est les Computer Generated Images, ces images de synthèse dans un premier temps, qui présentent le visage du personnage, et le moteur graphique du jeu par la suite, qui va plus nous présenter son corps dans l'espace. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce basculement entre les deux régimes d'images, qui est un vrai basculement, qui est saisi par la caméra, si l'on veut, on a en fait d'un côté l'acceptation d'un visage, d'une identité, et dans un deuxième temps, l'acceptation d'un corps. Il y a une distinction à faire entre les deux, en fait. Ce corps, on va devoir effectivement le diriger dans un décor, d'où sans doute d'ailleurs le flou de départ, qui à la fois adoucit la transition entre ces deux régimes d'images, et nous fait saisir aussi que ce basculement est un basculement du joueur dans la fiction ludique. C'est comme si nous-mêmes tombions, en quelque sorte, dans ce monde diégétique, vers ce monde qu'il va falloir désormais arpenter, qui se caractérise donc par un nouveau registre visuel. Ça a été aussi analysé le fait qu'on ait cette espèce de pissotière au premier plan comme ça, comme pour nous mettre le nez dedans littéralement, parce que c'est en fait ça dont il va être question pendant tout le jeu. C'est nous mettre la tête dans un endroit où on n'a pas envie de mettre la tête concrètement. Et c'est aussi très symbolique de ce qui nous attend dans le récit. Alors, c'est une entrée en matière très brève, on voit très précise, mais qui est aussi tout à fait intéressant. Et c'est là, sans doute, que se joue un choix de game design que je trouve absolument passionnant, qui est peut-être le plus génial de cette ouverture, en fait. C'est que le contrôle nous est donné, à ce moment précis, sur un personnage dont on ne sait rien. On ne sait pas son nom à ce moment-là, on ne sait pas qui est ce personnage, on ne sait pas ce qu'il fait là, il n'a pas de but. Quand on nous donne le contrôle dans un jeu vidéo, c'est pour faire quelque chose, c'est qu'on sait qu'on a un objectif à atteindre. La cinématique est faite normalement pour nous dire « Ok, le but à atteindre, c'est simple, ok, je vois mon personnage, je sais que désormais je vais pouvoir interagir avec le décor et donc faire l'action qu'on me demande de faire. » Là, j'ai le contrôle, mais je ne sais absolument pas ce que je dois faire. Je suis laissé dans une sorte d'atmosphère un peu bizarre, sans avoir vraiment de but à atteindre. Ce qui fait qu'on se retrouve complètement démuni quand on prend le contrôle du personnage au début. Il y a cette impression d'être démuni face à ce qui se passe, face à ce qui se déroule. Et surtout, cette prise de contrôle qui se déroule après ce bref instant donc de posture spectatorielle où on ne joue pas, ça va se caractériser par une contradiction entre les contrôles et la gestion de la caméra. Il y a un truc auquel on ne s'attend pas du tout au début du jeu, c'est la maniabilité, parce qu'on la découvre quand on commence à jouer. Et donc concrètement, voilà ce qui se passe en général quand on commence à jouer à Silent Hill 2. C'est qu'on a le personnage, donc on est devant le miroir, effectivement, là le contrôle est pris, on a de nouveau cette caméra située derrière le personnage, on voit une caméra qui n'existe pas matériellement, puisqu'elle ne se reflète pas dans le miroir, ce qui montre bien qu'on a cette espèce d'investissement dans le corps du personnage. Et si on cherche à se déplacer, voilà, on a ici une succession, vous avez vu, de 3 plans qui sont très bizarres par rapport à ce qu'on vient de voir, où il y avait une sorte de précision millimétrée, avec cette durée des plans qui avait du sens. Là, vous avez vu, d'un seul coup, il y a un faux raccord, ça commence par un faux raccord quand même, ça c'est un faux raccord complètement, il casse complètement la règle des 180 degrés, et juste après, on a à nouveau la caméra qui part de l'autre côté, ce qui crée un effet de déséquilibre extrêmement étrange. Et je vous garantis que quand on commence à jouer à Silent Hill 2, et pour ceux qui ont fait l'expérience, au début, les contrôles, on les comprend pas. On se dit, mais qu'est-ce qui est en train de... Je ne comprends pas comment on joue. Et on va par là, en plus, et on voit une porte, on se dit, ok, c'est là qu'il faut aller. Ah non, en fait, pas du tout. C'est bloqué, c'est pas du tout là qu'il faut aller. Et vous remarquerez, en plus, que ça, c'est imposé, parce que, vous voyez, le point de départ, c'est celui-ci. Vous voyez qu'à gauche, à droite, pardon, il y a un mur.
Donc on n'a pas, instinctivement, on ne se dit pas qu'on va aller là, et on ne peut pas en fait. Alors, on est obligé en fait d'en passer par ce moment très bizarre pour ensuite comprendre que la sortie, ah non, en fait, elle est là. Et le plan a été tellement bref qu'on ne l'a pas vu, cette sortie. Vous voyez. Donc ça, c'est assez génial, moi, je trouve, cette idée. Hein, c'est que, en fait, on a une sorte de chaos qui apparaît ici, qui est en fait un chaos mental, qui est le chaos interne de ce personnage, dont on comprend progressivement que c'est un personnage qui est bouleversé par tout un tas de choses. Et ce bouleversement interne, intime, on va le comprendre évidemment juste après. Là, ce choix de gameplay avait juste pour ambition de nous faire ressentir en tant que joueur le déséquilibre et le chaos intérieur de ce personnage, sans même qu'il y ait une seule ligne de dialogue, à part le « Marie, est-ce que tu peux être dans cette ville ?» À part ça, il n'y a rien qui nous l'indique. Et pourtant, on le ressent par le biais du jeu. Alors, justement, tout cela va nous être un petit peu plus expliqué au moment où on va décider de sortir. Vous marquez d'ailleurs, chose qu'on retrouvera assez rarement dans Silent Hill par la suite, la direction est ici très nettement indiquée, avec cet effet de lumière au fond du cadre. Donc on comprend que c'est là qu'il faut aller, parce que notre regard est attiré par cette lumière. Ça, c'est une sorte de guide qu'on retrouvera beaucoup plus rarement par la suite, pour des raisons assez évidentes. In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. I got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. A dead person can't write a letter. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then, why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Does she mean the park on the lake? We spent the whole day there. Just the two of us, staring at the water. Could Mary really be there? Is she really alive? Waiting for me? Alors, à nouveau, un petit commentaire sur cette cinématique, là, pour le coup, largement plus inaugurale. Là, ça correspond beaucoup plus à ce qu'on attend, c'est-à-dire qu'on comprend qu'on va devoir faire une exploration, trouver Mary, on a des indications de lieux qui voilà, nous permettent de savoir un petit peu ce qu'on va faire, en fait, dans cette ville par la suite. Mais on voit aussi qu'il y a des choix de mise en scène, là encore, très inspirés du cinéma, qui sont gorgés de sens. Le début, quand le personnage sort des toilettes, vous avez repéré, il y a un léger plan en contre-plongée qui prend le personnage en pied, ce qui permet de montrer cette espèce de confiance au moment où le personnage a un peu repris pied avec le réel. On a vu au moment où il se passe la main devant le visage, le flou disparaît, il commence un peu à reprendre pied avec le réel ici, et du coup cette contre-plongée atteste du fait que là il est de retour. Voilà, il est là, il est présent, et il va du coup se concentrer pour essayer de retrouver Mary, ou en tout cas c'est l'objectif que la lettre semble pointer. Sauf que ce moment de confiance, d'ancrage dans le réel, vous l'avez vu, il est d'assez courte durée. Parce que qu'est-ce qui se passe juste après ? La caméra, elle recule. Il y a un travelling arrière, et non seulement il y a un travelling arrière, mais il y a un mouvement de grue qui permet d'élever la caméra et donc d'embrasser le décor de manière assez, vous voyez, assez grandiose, et donc aussi de
d'écraser le personnage. Alors c'est pas exactement ce plan qu'on a vu, mais c'est à peu près la même composition. On a le personnage qui est vu en plongée, évidemment, et qui est complètement isolé dans le cadre, avec, vous les repérez, ce brouillard qui commence à arriver très légèrement, à la fois dans le jeu, mais aussi ici. Et qui nous dit quelque chose de l'isolement de ce personnage, qui finalement se trouve complètement écrasé par cette énigmatique lettre qui n'a pas de sens, puisqu'on comprend que sa femme est défunte depuis 3 ans, et du coup, cette lettre est totalement impossible. C'est là qu'on verse bien sûr tout de suite dans le fantastique, dans cette réalité alternative que va aussi être Silent Hill. Et pour le coup, ce choix de mise en cadre, il a aussi du sens. Alors, il a du sens par rapport au personnage, mais il a aussi du sens par rapport au gameplay à venir. C'est assez génial, c'est que, évidemment, ce plan d'ensemble va nous permettre d'embrasser le décor. On voit effectivement le lac qui longe la ville, qui est une sorte de station balnéaire. On voit un petit peu l'horizon, on voit le décor, etc. Et on comprend au travers de cette composition que l'espace va avoir une importance cruciale. Oh, bah c'est étonnant, le personnage n'arrête pas de parler d'espace. Il dit, mais notre lieu spécial, mais la ville entière est notre lieu spécial. Est-ce qu'elle veut dire ça? Est-ce qu'elle veut dire ça? Et il énumère comme ça des lieux qu'on imagine, on va investir à un moment donné dans le cadre du récit. Et donc le plan, en fait, nous donne une indication supplémentaire. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qui est dit, c'est redoublé par la mise en scène qui nous permet de comprendre que tout ce jeu va reposer sur des enjeux d'exploration, de découverte de l'espace, etc. Et d'ailleurs, quand on reprend le contrôle du personnage, on voit que le plan a changé de configuration. Au début, c'était vraiment un travail sur la règle des tiers, etc. Ici, le personnage est mis au centre de l'image. D'ailleurs, c'est une sorte de presque un jump cut. La coupe, elle est très brutale ici quand on passe de la cinématique à ce moment-là. Ce qui est un peu surprenant, ce cut, on s'y attend pas forcément. Et du même coup, ça donne encore le sentiment que le personnage, il était dans une sorte de rêverie, et puis d'un seul coup, il reprend pied dans la réalité. Le cut brutal, il donne l'impression un petit peu de cela. Donc, on a le contrôle ici. Vous voyez, un plan assez large. Ça diffère beaucoup des jeux traditionnels où, en général, la caméra est positionnée derrière le corps de l'avatar pour pouvoir le suivre. Ici, on est dans le décor. On se dit, on va du coup explorer l'espace. C'est visiblement ce qu'on nous demande de faire. On voit que la caméra nous accompagne. C'est pas nous qui contrôlons la caméra. C'est vraiment le déplacement du joueur qui fait qu'elle est automatiquement contrôlée. Et on va bien sûr aller vers le seul élément de décor qui paraît un petit peu intéressant ici, c'est la voiture avec cette porte ouverte. Et comme par hasard, il y a un changement de plan à ce moment-là pour nous indiquer qu'effectivement c'est là qu'il faut aller. Et vous remarquez que ce changement de plan par rapport au précédent, il va complètement boucher l'horizon. Là, on a cet horizon qui est complètement ouvert. Et d'un seul coup, en se rapprochant de la voiture, comme on efface l'espace, on se dit, OK, ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans la voiture. C'est une manière, encore une fois, de guider le joueur. Donc, composition là d'image qui n'est pas forcément là pour dire quelque chose de la psyché du personnage, pour révéler quelque chose de son état d'esprit, mais plutôt là pour nous dire où est-ce qu'il faut aller, précisément. Alors, on va voir la voiture, et qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Ah bah, étonnant, une carte. Et c'est exactement ce qu'on attend, en fait, avec l'échelle de plan, avec ce que dit le personnage, avec ce moment où on est laissé comme ça dans un moment où on ne sait pas trop où aller. C'est exactement ce qu'on attend de trouver dans cette voiture, la fameuse carte de Silent Hill. Alors c'est d'ailleurs un des aspects ludiques assez intéressants du jeu, qui n'est pas sans rappeler Resident Evil ou encore Shadow of the Colossus, ou la majorité des jeux contemporains d'ailleurs, c'est qu'il y a, c'est moi qui fais ça, il y a une perspective un peu cartographique dans les jeux Silent Hill. On va se repérer dans un espace à l'aide d'une carte, parce que parfois on va être un peu perdu, et seule la carte va nous permettre un petit peu de nous repérer. Alors, le fait qu'il y ait une carte dès le début du jeu est aussi une indication pour le joueur, qui est en fait un peu habitué à ces codes. Une carte, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que c'est un monde ouvert. On se dit, OK, c'est un monde qu'on va pouvoir explorer un peu librement. Puis on voit ici, en plus, le nombre de rues, etc. Donc on se dit, OK, là, à ce moment-là, on va être largué dans Silent Hill, on va pouvoir explorer comme on le souhaite. Or, ce monde ouvert, il est un peu particulier. Un peu comme Shadow of the Colossus, en fait. C'est-à-dire que c'est... Le début du jeu, d'ailleurs, on donne une indication, parce qu'on est malgré tout très guidé. On l'a vu avec quand il pointe la porte des toilettes, la question de la voiture qui attire le regard dans la ligne des tiers. Vous avez vu qu'au début de la composition, on a James d'un côté sur la ligne de tiers, la voiture sur l'autre. C'est aussi une indication de composition qui nous dit où aller. On est très guidé, et puis on a au début cette composition très rectiligne, avec cette vue latérale,
où finalement, on ne peut pas aller de l'avant, on est obligé d'aller sur le côté, et on voit c'est un parking qui finalement est très étroit, donc finalement il n'y a pas trop d'autres directions. Alors on peut aller dans la profondeur, mais on voit bien qu'on va être bloqué par le muret, donc ça n'a pas trop d'intérêt. On va se prendre comme ça à essayer d'aller tout droit, et il n'y a pas trop d'autres solutions, donc en termes de monde ouvert, on peut être un peu décontenancé au départ. Et d'ailleurs, si on décide d'aller un peu plus loin jusqu'au bout de cette route, voyons voir ce qu'on va trouver. On est bloqué. Vous voyez, ici, il y a ce changement de plan qui va nous dire qu'ici, il y a un grillage qui nous empêche de passer. C'est clairement, je crois même que le personnage, je ne sais plus s'il le dit, voilà, impossible de continuer en voiture, je vais devoir marcher. Donc, on nous fait comprendre ici qu'on va être très emprisonné en fait, dans le décor, il ne va pas y avoir forcément d'issue, et du coup, il va falloir effectivement suivre, au départ en tout cas, une direction actée et claire. Alors d'ailleurs, ce qui est assez génial, c'est ce que ça dit aussi de l'enfermement du personnage, l'enfermement mental, j'entends, c'est que tout cela est évidemment extrêmement symbolique. Les développeurs ont d'ailleurs pensé à tout, c'est que si on se dit, tiens, mais oui, ok, si on va de l'autre côté, bon, je vous l'épargne parce que c'est un peu loin, mais en gros, il nous dit, mais j'en viens de là, donc c'est pas la peine d'y retourner, en gros. Donc, la caméra s'arrête, on peut pas aller plus loin. Et si on se dit, malin, mais là, il y a un hors-champ aussi, derrière la caméra, et si on allait voir, qu'est-ce qui se passe quand on va voir ce hors-champ-là? C'est génial. Voilà, le grillage qui apparaît donc dans le champ et qui nous fait comprendre effectivement qu'il n'y a pas d'issue, en fait, qu'on est obligé, tout simplement obligé, d'aller vers le lac Toluca, qui est annoncé en fait dans ce plan, voilà, Toluca Lake. Et là, en fait, ce changement de plan nous indique une direction. Donc, encore une fois, le montage, même si on peut vraiment discuter cette notion de montage dans le jeu vidéo, mais je dirais peut-être plutôt le découpage ici, est là pour nous guider et pour nous dire où aller, pour nous faire comprendre que tout cela va être en fait une longue descente aux enfers, inexorable, et dont on ne pourra sans doute pas revenir. Alors commence alors l'un des passages les plus marquants de ce début de jeu, c'est un passage de déambulation qui va nous amener à Silent Hill, un long chemin de terre qui va longer en fait le lac. Et on remarque déjà un truc assez fou en fait pour cette ouverture, c'est, vous avez vu que jusqu'à présent les positionnements de la caméra étaient assez logiques par rapport au déplacement, on comprenait qu'il fallait aller sur la gauche, etc. Là, on commence avec ce positionnement de caméra là. Quand on joue au jeu la première fois, je vous cache pas qu'on se dit je ne vois pas où je vais, c'est très inquiétant, d'autant plus qu'il y a ce brouillard qui là pour le coup a pris une importance cruciale. Et ce qui fait que là on est complètement pris dans une sorte de hors-champ absolu, qui fait qu'on avance sans savoir où on se dirige. Et vous voyez, la caméra, on dirait qu'elle veut essayer de passer derrière nous, mais elle ne peut pas. En fait, si elle peut, mais c'est pas dit. Il y a un bouton qui permet de le faire. Mais ça, personne n'est censé le savoir. Il n'y a pas de tutoriel, il n'y a pas de... Voilà, on arrive là, on est bon, ok, d'accord, on est un peu forcé de se déplacer sans voir où on va. Mais l'idée géniale, c'est que ce bouton qui renverse la perspective et qui permet enfin de voir ce qu'il y a devant nous, pas de bol, on voit rien. C'est-à-dire que le hors-champ derrière la caméra se transforme en hors-champ interne, fondamentalement, ce qui fait qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il y a des possibilités de voir, et ces possibilités sont constamment bridées. On n'arrête pas de nous dire qu'en fait, on ne peut pas voir, même si on essaye de le faire. Et bien sûr, les concepteurs vont jouer là-dessus à plusieurs reprises, on va peut-être l'entendre, mais c'est aléatoire. Des fois, il y a des bruits, une sorte de créature, on ne sait pas où elle est, on se tourne dans tous les sens, on essaie de la chercher, mais on l'entend juste, effectivement, dans les premiers pas qu'on fait dans ce brouillard. Voilà, dans ces bruits. Quand on joue la première fois dans le noir avec un casque, je ne vous cache pas que ça fait son petit effet. Et on avance très lentement au début, on se dit, mais ça va nous tomber dessus, et puis en plus, on se souvient du premier, où il y avait une ouverture extrêmement efficace, qui justement jouait énormément sur des créatures qui, cette fois-ci, apparaissaient, nous poursuivaient dans des ruelles de la ville, etc. Donc, le joueur, quand il joue à Silent Hill 2, il sait que ça va être cauchemardesque, il sait que ça va être terrifiant. Donc ouvrir ce jeu par cette séquence, c'est un vrai coup de génie parce qu'il crée une forme d'attente et d'appréhension chez le joueur. Donc cette vision qui est constamment brouillée, empêchée, qui est perturbée par ces bruits parce qu'on va avoir envie de regarder ce qui se passe autour de nous pour essayer de comprendre d'où ça vient et malheureusement on n'arrive pas à savoir. Tout cela évidemment va être analysable ou interprétable sur un plan symbolique. C'est que ce brouillard, il est bien sûr réel ici, mais on pourrait tout à fait se dire qu'il représente cette fameuse confusion mentale que j'évoquais tout à l'heure, puisque le brouillard ne fait qu'augmenter à mesure qu'on avance vers la ville. Et vous allez vite comprendre que j'avance pas cette idée pour rien d'ailleurs. Alors d'ailleurs un petit mot sur le brouillard qui est, vous le voyez, assez réussi, je trouve, pour un jeu de 2001 ici.
Par rapport au jeu originel de 99, en 99, le brouillard était très limité. Hein. Il y avait 2-3 effets de flocons de neige qui apparaissaient à l'écran, et surtout, le brouillard, c'était un mur. À 3-4 mètres de distance, c'était juste un mur qui s'effaçait à mesure qu'on pouvait avancer. Et grâce aux capacités de la PlayStation 2, on voit que ce brouillard, il est dynamique, beaucoup plus diffus aussi. Ce qui fait qu'il nous enveloppe concrètement, et il nous empêche vraiment de voir où on va, hein, comme si on était enveloppé par cette atmosphère opaque, avec cette idée que James donne l'impression de ne pas vouloir voir où il va. Si on marche sur un plan symbolique, on pourrait se dire qu'en fait, le personnage, tout simplement, il se refuse à voir ce qu'il y a en face de lui, ce qu'il va découvrir. Et ça passe donc symboliquement par ce brouillard. Je parle d'un plan psychologique ici, parce qu'on l'a compris avec le miroir en ouverture, c'est un jeu qui est fondamentalement psychanalytique. Et c'est pas un spoiler que de le dire, puisque vous allez comprendre tout de suite, c'est aussi pour ça que je fais pause là, vous allez comprendre avec un petit système de jeu intéressant que cette clé de lecture, on ne peut pas passer à côté en fait. Dans ce puits, en effet, il y a une sorte de petit papier rouge. Alors le joueur intrigué se dit, mais ça va être un objet clé, un objet qui va être intéressant dans la suite du récit. Il y a quelque chose dans le puits. Qu'est-ce que c'est ? Je regarde ça et j'ai l'impression qu'on me triture l'intérieur du crâne. Il y a un truc qui est là pour montrer à quel point certains objets du jeu vont venir trifouiller dans les souvenirs, dans la psyché du personnage. Et c'est là qu'on voit à quel point le jeu est fondamentalement psychanalytique. Mais alors qu'est-ce que c'est ? Je me sens bizarre. Eh bien, c'est une sauvegarde. C'est amusant, évidemment, d'intégrer diégétiquement la sauvegarde comme étant un enjeu de récit à proprement parler. Et ces petits cartons rouges, j'y reviens pas forcément en détail ici, mais ça va être même un enjeu de scénario et de symbole extrêmement puissant dans le cadre du jeu. Donc tout ceci, ce sont des indices, bien sûr, pour comprendre que Silent Hill 2 n'est pas uniquement un jeu d'action horrifique. D'ailleurs, où est l'action ici ? On pourrait se demander en ce début. Mais surtout une forme d'introspection du personnage, une introspection qui est servie par le gameplay. D'ailleurs, on le voit au moment où on a fini cette première descente aux alentours du lac, on est face à un grillage qui nous barre la route. Un grillage, c'est quoi ? C'est quelque chose qui est là pour nous empêcher d'entrer. Et en fait, c'est un passage de seuil ici, concrètement. Alors, c'est bien sûr un temps de chargement, il ne faut pas se leurrer, mais c'est aussi un passage de seuil. Il y en aura plusieurs comme ça, des moments d'interdit, des moments où on nous dit là, on peut encore faire demi-tour. Et on passe derrière, et là, on voit la grille c'est déjà refermée derrière nous, donc on ne peut plus en réalité faire demi-tour. Et donc, on va continuer, et à nouveau, on a ce plan qui va nous cacher l'horizon et qui crée bien sûr la tension. Là, je triche pas, parce qu'on est censé savoir le faire à ce moment-là, mais je retourne la caméra, vous voyez ce brouillard de plus en plus imposant, évidemment. On est très guidé ici, vous le voyez depuis le début, par ces murets, par le lac sur le côté, etc. Et puis d'un seul coup, on va tomber sur une zone beaucoup plus ouverte. Et là, qui va créer évidemment un sentiment plus d'isolement, d'angoisse, mais rassurez-vous, ce sentiment est de courte durée, parce que, vous le voyez, c'est un cimetière, et dans ce cimetière, il y a quelqu'un. Excuse me, I'm sorry. I No, was it's just... okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But Yes? I think you'd better stay away. This town, there's something wrong with it. It's kind of hard to explain, but Is it dangerous? maybe. And it's not just the fog either. Okay, It's... I got it. I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I really don't care if it's dangerous or not. I'm going to town either way. But why? I'm looking for someone.
Who is it? Someone very important to me. I'd do anything if I could be with her again. Me too. I'm looking for my mama. I mean my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry. It's not your problem. I hope you find them. Yeah, you too. Voilà, alors cette cinématique, vous le voyez, hein, qui est assez intéressante puisqu'il s'agit du premier personnage non jouable, donc qu'on appelle les PNJ, que l'on trouve dans le jeu, et des personnages qui vont être assez nombreux en réalité dans Silent Hill 2, et qui sont vus par beaucoup comme étant parmi les personnages les plus complexes jamais écrits dans les jeux vidéo. Avec, chacun est doté de ses propres traumas, etc. C'est des personnages vraiment qui ont une vraie complexité en termes de caractérisation. Et donc là, on découvre le premier, Angela, donc le personnage d'Angela, qui a été écrit et pensé à la base par Masahiro Ito pour distiller une forme de malaise. Je crois que c'est surtout c'est Takayoshi Sato surtout qui a vraiment travaillé sur le chara design de ces personnages, donc le character design. Alors pourquoi est-ce qu'elle produit une forme de malaise Pourquoi est-ce qu'il produit une forme de malaise ce personnage? Eh bien en fait parce que dans le scénario c'est censé être une jeune fille de 16-17 ans en fait, mais dont les traits ont été volontairement vieillis, et je pense que vous l'avez tout à fait bien remarqué, et dont l'animation faciale a été pensée pour rendre mal à l'aise le joueur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ils auraient pu faire de la captation de visage, la captation numérique, c'était tout à fait possible à l'époque, mais Sato s'est dit que c'était plus intéressant de l'animer en fait à la main pour produire justement une impression un peu bizarre. Il n'y a pas vraiment de réalisme dans la façon qu'elle a de parler ou de bouger ses lèvres, etc. Et donc de mettre mal à l'aise le joueur face à cela. Cela étant amplifié par l'interprète du personnage, qui est en fait une actrice de 40 ans, qui est censée jouer un personnage de 16-17 ans, ce qui vieillit également sa voix, bien sûr. Tout cela va créer une étrangeté liée à ce décalage entre son comportement, sa manière de parler, les mots qu'elle emploie, etc. Et donc, je le disais, et son visage, bien sûr. Mais au-delà de cet aspect qui est lié plutôt au character design et qui a été très longuement commenté, j'y reviens pas, il y a d'autres choses qu'on peut déceler dans ce court passage dialogué. Alors la première chose qui vous a sans doute sauté aux yeux, c'est comme dans la séquence inaugurale, ce cut extrêmement brutal entre les CGI, la partie en image de synthèse, et la partie avec le moteur graphique du jeu. Alors autant dans l'ouverture, vous aviez vu, il y avait un flou qui adoucissait les choses. Là, le cut, il est super brutal. Il peut paraître un peu décontenançant au départ, ça peut même faire un peu rire en se disant mais là pour le coup on avait des graphismes extrêmement travaillés et puis d'un seul coup c'est plus le cas alors que c'est toujours une cinématique. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait toute la cinématique en image de synthèse? C'est une vraie question qu'on pourrait se poser, d'autant que le budget de Silent Hill 2 a été largement supérieur au premier, donc il n'y avait pas de raison en fait de ne pas faire toutes les cinématiques en CGI. À mon sens, il y a une raison, c'est un choix qui a été volontairement fait ici par l'équipe, chose que pour le coup que j'ai pas lu, mais je suis assez persuadé que cette interprétation se tient parce qu'elle marche en fait quasiment tout le temps dans le jeu. En fait, ce décalage, ce changement brutal pourrait peut-être être lié au décalage qui définit le personnage d'Angela. C'est-à-dire que dans la partie qui utilise le moteur graphique du jeu, on le voit, elle se comporte un peu comme une enfant, elle a une façon de parler un peu plus enfantine, etc., un peu plus adolescente, alors que le début, le moment où elle apparaît en image de synthèse, je pense qu'il est absolument impossible de deviner son âge. Enfin, on pense qu'on a plutôt affaire à une dame qui est dans la quarantaine, effectivement, 30-40 ans. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que on comprend assez progressivement dans le jeu qu'Angela est un personnage qui est très compliqué, qui a vécu énormément de traumas qui l'ont aussi amené à grandir plus vite en fait que la normale. Et du coup, en fait, on a presque l'impression que sa personnalité réelle, c'est celle où elle donne l'impression d'avoir 40 ans. Et que cet âge de 16-17 ans, c'est presque un rôle social qu'elle se donne qui est lié à son âge réel, en fait, dans la fiction. Et en fait, ce moment, au début où elle est en CGI, vous avez repéré, elle n'a pas conscience que James est là. Elle est devant cette tombe, elle se recueille, et quand James il arrive, elle est surprise, et elle se retourne, et elle est dans un état un peu de d'étonnement, et on a l'impression qu'effectivement, elle ne sait pas trop comment réagir quand elle dit « Lost », elle est très bizarre, effectivement, quand elle dit ça. Et juste après le cut, elle reprend un rôle social. C'est-à-dire qu'en fait, James donne l'impression de la surprendre avec son vrai elle. Et dans la partie suivante, c'est plutôt une version jouée d'elle à laquelle on va avoir affaire.
Donc ce cut graphique, en fait, à mon sens, il signifie quelque chose quant à la psyché d'Angela, pour le coup. Au début, elle est elle-même, et on la surprend, et au moment où elle est remise de sa surprise, elle redevient, elle re-rentre dans ce rôle qu'elle joue, en fait, ce rôle social qu'elle joue dans la vie. Puis tout cela est bien sûr à mettre en relation avec la richesse graphique que les CGI apportent. C'est-à-dire qu'on voit les rides, tout ça qui a été accentué, bien sûr, par Sato hein, sur le jeu, alors que la partie gameplay, bien sûr, enfin, la partie moteur graphique du jeu est un peu plus grossière hein, dans le traitement des visuels des personnages. Alors, bien sûr, cette séquence... Elle met aussi en jeu tout un travail sur la mise en scène et sur le montage, vous l'avez repéré. Alors là, il y a énormément de choses à en dire, bien sûr, sur les déplacements de caméra, ces changements d'angle qui vont eux aussi créer une forme de confusion, parce que parfois il y a des petits faux raccords en termes de positionnement des personnages, on ne sait plus trop où ils sont les uns par rapport aux autres. Ce qui contribue en fait à un ressenti qui n'est autre que celui de James, hein, concrètement, ici, qui est perdu et désorienté. Il ne s'attend pas à trouver quelqu'un ici, il ne sait pas trop où il est, il ne sait pas où est Silent Hill, etc. Et puis, il y a cette omniprésence des pierres tombales. Vous avez repéré, elles sont toujours au premier plan. On a les personnages à l'arrière-plan, on a toujours une pierre tombale au premier plan. Omniprésence de la mort qui va bien sûr entourer ces deux personnages constamment et qui nous dit aussi beaucoup de choses sur la façon dont ils se définissent eux-mêmes par rapport à leur deuil personnel ou à leur trauma personnel. Et puis, il y a aussi plusieurs cadres penchés. Vous avez repéré ces cadres inclinés qui vont, là encore, suggérer une forme de déséquilibre dans la situation. Plein de petites idées assez géniales quand Angela elle commence à raconter plutôt son histoire et là elle s'éloigne dans le cadre et en fait la caméra la saisit elle et James est laissé en fait quasiment dans le bord cadre et elle lui dit mais en fait c'est pas tes affaires et là il dit mais si et il re-rentre dans le cadre à ce moment-là comme pour se réintéresser à elle. Enfin, c'est génial en termes de mise en scène. Je veux dire, on fait plus de cinématiques comme ça aujourd'hui où tout est pensé voilà pour dire quelque chose vraiment de la relation entre les personnages. Alors à nouveau, la reprise de gameplay est toujours intéressante. Comment on reprend le jeu? Eh bien ici, cette reprise, on le voit, elle fait aussi usage d'un cadrage qui n'est pas sans faire sens. Un cadrage qui sera sans doute la composition la plus utilisée dans le jeu. On la voit ici, hein, avec une plongée donc, sur le personnage qui permet de masquer la ligne d'horizon. Un masque qui est redoublé, on le voit encore ici, par le brouillard. C'est-à-dire que non seulement on ne devrait pas voir la ligne d'horizon, mais on la voit encore moins parce qu'il y a cette zone brumeuse qui empêche de voir plus loin que 3-4 mètres. Alors, par cette composition, en faisant fi du brouillard pour le moment, on peut quand même dire que cette façon de placer la caméra à distance du personnage donne une importance à l'espace. L'espace qui est situé donc au-dessus de lui dans le cadre, mais du coup dans la profondeur du champ. Donc on nous donne l'impression que c'est quand même dans cette direction qu'il faut aller, sauf que voilà, c'est sans doute dans cette direction, mais là je n'ai absolument aucune visibilité, contrairement au début où je pouvais deviner à peu près où est-ce que j'allais devoir me diriger. Là pour le coup ça paraît beaucoup plus compliqué. Ici encore une fois c'est sur un plan symbolique que ça va avoir du sens. On va pouvoir interpréter cela en se disant que le personnage de James a comme des doutes sur ce qu'il va trouver à Silent Hill. Est-ce qu'il va vraiment retrouver Marie? Ces doutes peuvent être tout à fait compréhensibles ou suggérés par cette présence du brouillard. D'autant plus que dans un jeu traditionnel, en règle générale, c'était un peu le cas dans les toilettes publiques au début du jeu, quand on donne la main au joueur, on lui pointe des zones d'intérêt. On montre qu'il y a par exemple des zones qui vont être intéressantes avec un élément lumineux, par exemple, une lampe, je sais pas, une zone de couleur qui va attirer le regard. Et donc, ce qui fait qu'on nous dirige sans jamais nous le dire, sans qu'on en ait conscience à proprement parler. Alors, vous avez vu le deuxième passage de seuil. Et puis, ce travail sur le son, à nouveau, comme les espèces d'aboiements et de pas précipités du début, vous entendez cette espèce de pas, de friction derrière le personnage, qui sont bien sûr extrêmement angoissants. Donc là, je ne me retourne pas parce que je sais qu'il n'y aura rien derrière, mais quand on joue la première fois, on entend ces bruits de pas, on se dit « Oh là, il y a quelqu'un derrière moi, je me retourne ». En fait, non, il n'y a personne, bien sûr. Tout cela crée encore une fois cette sensation d'inquiétude latente. À nouveau... Et tout ce silence agrémenté de ces petits bruits va permettre de s'apesantir aussi sur les décors qui vont redoubler en fait ce silence environnant. On voit bien que ce décor il est extrêmement minimaliste ici. 2-3 petits arbres, un chemin de terre, quelques grillages sur les côtés, avec des barbelés à droite. Là encore, symboliquement, ça signifie bien quelque chose sur la question de la douleur, etc. Les couleurs qui sont toutes désaturées, tirées vers le bas. Tout cela, bien sûr, va contribuer à une impression de
déprime environnante, de dépression environnante. Ces sons aléatoires qui vont venir comme ça faire sursauter le joueur ou lui faire se demander ce qu'il y a autour de lui sont autant de moments qui vont accentuer le silence. Parce qu'évidemment, dès que les bruits s'arrêtent, ça peut venir de n'importe où, donc on se tourne dans toutes les directions, et le silence se fait extrêmement pesant, parce que là, du coup, on ne sait plus d'où proviennent ces sons. Alors, ce qui est assez fou d'ailleurs, c'est que ce son de bruit de pas, vous voyez, il est surmixé. On pourrait se dire qu'il vient derrière le personnage, mais en fait, rien ne le prouve, et on pourrait même se dire que le son, il surnage, il est un petit peu au-dessus du personnage. Comme si, en fait, alors c'est une interprétation personnelle que je donne ici, mais comme pour le miroir au début, comme si, en fait, c'était nous, joueurs, qui faisions ces bruits de pas. Comme si on suivait le personnage, en fait, comme si on regardait par-dessus son épaule pour l'observer, pour l'étudier, pour l'analyser. Comme s'il y avait cette coprésence, comme ça, du joueur et du personnage. Alors d'ailleurs, on en vient ici à l'hypothèse principale que je voulais défendre aujourd'hui, et que j'annonce un peu depuis le début de la partie, en fait. C'est qu'à mon sens, tout ce qui précède dans le jeu nous amène en fait à comprendre progressivement que ce qu'on incarne dans Silent Hill 2 n'est pas tant un personnage. Je pense qu'en fait, on n'incarne pas tant James Sunderland, même si a priori c'est le cas. Là, je le contrôle avec ma manette, etc. On pourrait croire que c'est lui qu'on contrôle. Mais j'aurais tendance à penser que c'est pas exactement le personnage que l'on contrôle. Mon idée, c'est qu'en fait, ce qu'on contrôle, c'est plus le cheminement de l'esprit du personnage. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans sa tête dans ce jeu. Alors, pas sur le modèle de tout ceci n'était qu'un rêve, parce que c'est pas du tout de ça dont il s'agit. On va pas se réveiller à la fin en disant c'était un cauchemar. Silent Hill est une ville bien réelle dans le monde du jeu. D'ailleurs, une ville qui est soumise à un maléfice qui est expliqué en long, en large et en travers dans le premier épisode, lié à un personnage qui est en fait dont les pouvoirs surnaturels vont en fait faire en sorte que toute personne qui se rend à Silent Hill dotée d'un trauma va en fait projeter ces traumas dans la ville et donc voir la ville d'une manière particulière, avec donc des créatures spécifiques, etc. Donc le monde dans lequel on évolue dans les Silent Hill sont des mondes qui sont colorés par notre propre psyché, enfin par la psyché du personnage que l'on joue. À nouveau ici, encore un passage de seuil. Alors jusqu'ici, on n'avait que des grilles. Vous le voyez ici, cette contre-plongée va insister sur le fait que non seulement c'est une grille, mais en plus, il y a danger qui part. Donc là, vraiment, on nous dit, peut-être que c'est encore temps de rebrousser chemin. Ah non, on joue, c'est pour avancer, évidemment. Donc on continue, ici. Et en fait, ce qui est très, très original dans le 2 par rapport au premier, c'est que le premier était purement mythologique, tandis que le deuxième est beaucoup plus psychologique, il me semble. Ils assument beaucoup plus cette particularité de la ville. D'ailleurs, idée que je suggère comme ça en passant, on pourrait même se demander si le moment où le joueur prend le contrôle, c'est-à-dire le tout début du jeu, c'est le moment où cette déconnexion mentale du personnage a eu lieu. C'est-à-dire où on passe littéralement de l'autre côté du miroir. Concrètement, quand on arrive dans cette ville, scénaristiquement parlant, j'entends, les personnages se déconnectent d'eux-mêmes. Et donc, ils ont affaire à un autre monde qui est en fait coloré, je le disais, par leur propre psyché. Et cette déconnexion d'eux-mêmes, je me demande si c'est pas ça qu'on vit au tout début du jeu, avec ce miroir et cet échange dans le miroir, presque comme si finalement, ce qu'on voyait dans le miroir au début du jeu, c'était la réalité. Et qu'en fait, l'espace digétique, c'est le monde du miroir, c'est le monde inversé dans lequel on choisit de sombrer en fait en allant à la recherche de Mary dans le jeu. Je ne sais pas si je suis très clair là-dedans, mais c'est une idée que je trouve plutôt intéressante. Alors bien sûr, tout ceci, tout ce cheminement était une opportunité pour moi de vous expliquer un petit peu tout ça, et puis d'insister aussi sur un enjeu qu'on avait évoqué, rappelez-vous, sur Shadow of the Colossus, enfin pour ceux qui étaient là, avec cette idée de jeu vidéo soustractif. Parce que là, on y est concrètement, on est sur un jeu où on va supprimer énormément d'éléments de gameplay pour se focaliser sur des choses très spécifiques et faire en sorte que cet espace paraisse extrêmement vide. Tout cela a bien sûr un rôle à jouer dans l'effet que cela produit, et c'est ce qui m'amène d'ailleurs à penser, sans y avoir joué, que le remake attendu va être extrêmement décevant. Parce que c'est un jeu qui va sans doute reposer sur des graphismes photoréalistes avec énormément de sens de détail, etc., qui sera sans doute plus agréable à l'œil, mais où on va perdre peut-être, ce que je trouve très fort dans ce jeu-là, c'est ce minimalisme de la représentation qui crée tout de suite un malaise. Quand on est dans ces chemins, avec ces éléments un peu anguleux, même le personnage lui-même est un peu anguleux, tout cela participe du malaise, en fait. Et je pense que rejouer à Silent Hill 2 aujourd'hui crée toujours les mêmes sensations, en fait, pour un joueur qui découvrirait le jeu. En fait, il y a un sentiment d'inquiétante étrangeté là-dedans. C'est le fameux Unheimlich de Freud,
cette incertitude intellectuelle face à quelque chose quand on ne peut pas déterminer si c'est vivant ou mort, en fait, pour moi, ça se joue sur le décor ici. On n'arrive pas à savoir si ce décor, il vit ou pas. Et pourtant, par le son, on a l'impression que ça vit. Mais par l'image, on n'a pas du tout cette impression. On a l'impression d'un espace mort, d'un espace complètement vidé de toute substance. Alors, j'accélère un tout petit peu, mais rassurez-vous, nous arrivons en fait au bout de ce long chemin, de cette longue route. Alors, à propos de laquelle les développeurs s'étaient prononcés. Ils ont expliqué pourquoi ils ont fait ça. Ce qui est une idée assez géniale, c'est qu'ils s'étaient dit que s'ils faisaient cette route suffisamment longue, le joueur n'aurait aucune envie de retourner en arrière. Dire, c'est bon, j'ai fait tout ce chemin, j'y suis, j'y reste, en gros. Et c'est un peu ça l'idée. Donc c'est assez amusant, bien sûr, mais évidemment, il y a plus que ça, à mon sens. Il y a aussi cette idée de descente, de descente aux enfers, concrètement, avec cette espèce d'angoisse existentielle, le fait qu'il ne se passe rien, qu'on attend, qu'on entend ces bruits, etc. Tout cela participe de l'angoisse de James, liée, bien sûr, au décès de son épouse et à cette lettre qu'il a reçue. Donc nous voici enfin en ville. Nous voici enfin à Silent Hill. C'est là que commence véritablement le jeu d'exploration, puisque la ligne droite du début va laisser la place à ça. Et là, on regarde ça et on se dit « Oi, où est-ce qu'on va ?» Une forme de découragement, évidemment. Jusqu'ici, on était un peu guidé, on se sentait un peu bien. On commençait à se dire « Oh, tout va bien, on va pas se faire agresser par des monstres. » Mais là, effectivement, on est face à un moment où impossible de savoir où aller. Donc, évidemment, on va aller au départ un petit peu à l'aveuglette. On va explorer ce brouillard. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que le découpage va, à partir de cet instant précis, devenir beaucoup moins cinématographique. Vous vous rappelez, tout à l'heure, il y avait pas mal de changements de plan, on allait guider le regard, etc. Là, ici, on est dans un jeu beaucoup plus traditionnel. On le voit, on se déplace et voilà, la caméra s'adapte en fait à notre mode de déplacement. Et on va, du coup, comme ça, explorer spatialement ce lieu, découvrir parfois des choses, mais qui sont très parcimonieusement présentes. On le voit ici, on se retrouve face à un mur, et du coup, on comprend qu'il fallait aller dans l'autre sens. Mais ça, on ne pouvait pas le prévoir au départ, parce que le hors-champ est tel, évidemment, qu'on n'a aucune possibilité de s'en apercevoir. Donc ici, on est face à un vrai espace, un espace systématique, au sens de Panofsky, c'est-à-dire un espace qui nous offre une sensation de liberté tout autant qu'une sensation de découragement, parce qu'encore une fois, on expérimente cet espace en tant que tel. Il n'y a plus de découpage pour nous indiquer la marche à suivre. Ou en tout cas, c'est l'impression que nous avons au début. Cette tentation cinématographique, en effet, elle semble se distordre ou se dissoudre un petit peu, se dissoudre dans ce brouillard en même temps que le personnage explore le lieu, ici. Mais en réalité, cette sensation, cette tentation qui disparaît, elle a du sens. C'est qu'en fait, on était jusqu'à présent dans un cheminement très précis de pensée de James qui plongeait, on va dire, quelque part dans sa mémoire ou dans sa psyché. Et à présent, en fait, c'est au labyrinthe de son esprit qu'on va se confronter. C'est vraiment ça qui va devenir l'essentiel. Et puis on tombe là-dessus. Voilà, alors, cinématique, courte cinématique, qui nous coupe dans notre élan d'exploration. On disait, ah ça y est, le monde ouvert commence, etc. Et bim, une cinématique qui nous dit, non, en fait, le monde ouvert ne commence pas ici, on va de nouveau nous guider, et nous guider face à cette espèce de silhouette qu'on a vu s'éloigner. Alors, c'est tache de sang, évidemment, qui mène à cette silhouette qui s'éloigne, silhouette qui, vous voyez, titube à moitié. Alors, on pourrait peut-être se dire que c'est quelqu'un qui est blessé, et que le sang, c'est le sang de cette silhouette qui s'éloigne dans le lointain, etc. Et puis, on a vu ce travelling avant qui accompagnait cette créature dans le brouillard, qui la perd dans le brouillard, mais ce travelling avant nous donne une direction à suivre. Et d'ailleurs, le plan de reprise de contrôle nous donne aussi une direction à suivre, comme pour nous dire il faut aller dans cette direction. Or, cette mise en scène, elle paraît un peu contre-intuitive quand on y réfléchit, parce que est-ce qu'on a vraiment envie, nous, de suivre cette ombre qu'on vient de voir? Quand même pas très rassurant. Et puis, je veux dire, même par extension, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller dans cette ville, concrètement? Tout nous dit de ne pas y aller depuis le début, et pourtant on y va. Ça, c'est une idée qui est assez géniale aussi, c'est qu'on se rend compte que, de cette manière, on comprend que James est un personnage qui a des tendances autodestructrices, en fait. Il le dit à Angela, à un moment donné, il lui explique, oui, je suis... peu importe si c'est dangereux, on comprend qu'il n'a pas de problème à se mettre en danger, en fait. Et là, toute cette mise en scène nous amène à comprendre ça du personnage, encore une fois. Non seulement il ne fuit pas la ville, mais il y a un truc bizarre avec du sang, et il se décide à le suivre. Tendance autodestructrice, donc. Et
la résistance ou non du joueur à ces tendances autodestructrices, d'ailleurs, aura une répercussion sur le déroulement du jeu, qui est une chose sur laquelle nous reviendrons. Alors évidemment, là, on a beau être toujours perdu, on suit ces traces de sang qui nous indiquent malgré tout une direction à suivre. Donc on va un petit peu courir pour essayer de trouver la suite du chemin qu'on nous a indiqué. Le chemin nous indique, enfin la trace de sang nous indique qu'il faut tourner. Et là, vous vous dites, oui, mais bon, imaginons que nous, on n'a pas de pulsion autodestructrice, on n'a pas envie de faire comme James. Alors, dans ce cas, continuons par là. A priori, c'est un petit peu moins dangereux. Qu'est-ce qui nous attend au bout de ce brouillard? Pas de bol. Alors là, arrive un truc assez incroyable dans Silent Hill, c'est que c'est une ville qui est en fait jonchée comme ça de crevasses, de falaises, de précipices. Surnaturel, parce que rien n'explique ça, et lui-même n'est même pas surpris, il dit pas « Oh mon Dieu, un précipice, qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville ?» Non, ça paraît tout à fait normal, en fait. Bon, il y a un truc un peu surprenant là-dedans. Mais en fait, ces gouffres et ces abîmes vont en fait représenter un chemin de pensée qu'inconsciemment, James ne veut pas suivre. C'est ce qui amplifie mon interprétation de tout à l'heure. C'est juste pas son chemin de pensée. Il dit « Non, je dois me confronter à cette créature. » C'est ce que veut le personnage, en fait. Et toute la mise en scène de l'espace amène à comprendre que c'est ce que veut le personnage. Et du coup, parce que c'est ce qu'il veut, et on y va. Continuons à suivre la trace. Alors, petit élément de gameplay intéressant ici, on voit le personnage tourne la tête, je le dis parce que ça aura une petite répercussion par la suite. Quand il voit des choses, alors ces choses sont très diverses, mais par exemple, là, ça va être un élément qui va nous permettre de reprendre de la vie. Voilà, il y en a un autre d'ailleurs, ici. Vous voyez, l'orientation de la tête du personnage permet de diriger le regard du joueur et donc de comprendre où est-ce qu'il faut se diriger. Et puis on voit sur la table à nouveau ces petits papiers rouges qui permettent de sauvegarder. Et là c'est pareil, c'est un choix tout à fait révélateur de game design, c'est que les joueurs ils sont conditionnés, ils voient un point de sauvegarde, ils disent « Oh là là, il y a un point de sauvegarde, ça veut dire que je peux mourir. » Ah oui, concrètement c'est ça que ça veut dire. Ils auraient pu le mettre n'importe où, le point de sauvegarde un peu avant. Non, ils le mettent là, parce qu'ils savent très bien que pour le joueur, il y a cette confrontation qui nous attend à quelques mètres de là. Alors, on continue d'avancer un petit peu. Un grillage ouvert cette fois-ci. Et là, un nouvel élément de gameplay va apparaître. Ce son, jusqu'à présent on avait un silence ambiant mais très pesant avec des nappes sonores très lourdes, et là on a ce son qui vient parasiter littéralement l'espace sonore et donner naissance à cette cinématique. Et donc, notre premier affrontement, alors asseyez-vous que j'ai mis en facile, donc ça devrait être assez simple. Voilà. What the hell is it? It's not human. Alors évidemment, la facilité du mode facile ici fait perdre un petit peu de l'intensité de ces affrontements parce que James n'est pas un personnage maniable extrêmement simplement. C'est-à-dire que quand on doit taper 4-5 fois les créatures, ça commence à faire. Et puis quand il y en a plusieurs autour de nous, la difficulté augmente bien sûr. Là, comme ce n'était pas l'enjeu, j'ai simplifié au maximum. Alors, cette petite cinématique, là encore, vous l'avez remarqué, elle repose sur beaucoup de choses intéressantes. On a ces mouvements de va-et-vient de la caméra, comme prise de vertige, vous avez repéré cette impression que le cadreur est en train de tituber, comme s'il était pris d'un malaise en quelque sorte. Et puis cette saturation du cadre par des barrières, vous avez repéré, même là, on voit bien, le cadre est complètement saturé par ces grillages, etc., qui nous montrent qu'on ne peut pas s'échapper, qu'on est obligé de se confronter à cette créature. Là encore, sur un plan symbolique, ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y échapper, c'est un trauma auquel on doit se confronter, littéralement, avec lequel on est prisonnier, en fait. Et puis vous avez vu la manière dont cette créature apparaît au début. Elle est dans un coin du cadre, on la distingue à peine, et la caméra bascule pour faire prendre conscience de sa présence à l'image.
Et puis par ailleurs, après, une fois qu'on a pris conscience, frontalité, d'ailleurs ça renforce, je pense, l'aspect comique de l'affrontement. C'est-à-dire que nous, on est en vue frontale, la créature qui est juste face à nous, on est en plein centre de l'image, on a l'impression qu'il va y avoir un affrontement dantesque, puis bon, le coup unique qui achève la créature renforce bien sûr l'aspect un peu comique. Ce qui vient, ça va détendre un petit peu une atmosphère qui, vous le voyez, devient de plus en plus pesante à mesure que le jeu avance. Alors, ça a été beaucoup dit, mais rappelons-le, hein, ces créatures que l'on découvre ici, elles sont toutes très précisément pensées. Hein. Ce n'est pas des créatures laissées au hasard. Alors, pardon, c'est juste qu'il faut que je récupère un élément. Je ne sais plus où c'est d'ailleurs, mais je vais ressortir. Ah, voilà. Oh, yeah. This thing broken? What the? I'd better take it anyway. I might need it. Alors ça, en fait, il s'agit d'un choix de game design assez génial, hein, encore une fois, qui est en fait le fait que cette radio, elle se déclenche à proximité des créatures. Ce qui crée un effet de peur par anticipation. C'est-à-dire qu'on ne voit pas encore les créatures, mais on sait qu'elles sont quelque part dans le brouillard, ce qui est annoncé en fait par la radio. Et cette peur par anticipation, là encore sur un plan psychologique, c'est intéressant parce qu'on sait très bien que quand on réfléchit sur soi-même, les moments qui sont les plus angoissants, c'est les moments où on sait qu'on va débloquer quelque chose. Donc on sait qu'il y a un moment important qui va se jouer. Donc là, chaque confrontation avec un monstre, c'est un moment important psychologique pour James. Parce que, je le disais, chacun de ces monstres est pensé, bien sûr, dans une logique très précise. Là, les créatures qu'on vient de voir, ce sont les Lying Figures, des créatures qui, vous le voyez, donnent l'impression d'être dans une espèce de sac mortuaire, et donc comme si elles étaient condamnées à être prisonnières de ces sacs mortuaires. Elles essaient de s'extirper de ça. Et bien sûr, c'est le décès de Mary, hein, qui est symbolisé par ces créatures, par ce sac mortuaire, et cette impression que ces personnages sont condamnés à être enfermés là-dedans, c'est bien sûr l'enfermement de James dans ce deuil dont il n'arrive pas à sortir, ce deuil qu'il n'arrive pas visiblement à faire. Alors, si on repart un petit peu en arrière, on va essayer d'évoluer un peu dans le jeu. Alors normalement, ici, il y a tout un moment d'errance avec ces créatures, annoncées donc par la radio, mais je vais passer un petit peu plus vite pour nous mener à un autre moment intéressant du jeu. Alors là encore, il y a cette peur par anticipation qui va constamment nous habiter, hein, dans le cadre de ces déambulations, vous voyez, avec ces créatures qui nous sont indiquées là encore par le regard du personnage. Donc moi je le sais, mais le joueur n'est pas censé le savoir, il se perd un peu à ce moment-là, mais on est censé aller ici pour récupérer un objet. En l'occurrence, ici, il y a un truc qui va être assez intéressant. Une petite boisson que je récupère, histoire que le personnage arrête de tourner la tête dans tous les sens. Il va se faire un torticolis sinon. Voilà, petite idée amusante. On a l'impression que la tête de James se dirige en général vers les objets à récupérer. En réalité, parfois, ce sont des monstres qu'il va regarder, et donc des monstres qui sont cachés et qui surgissent sans la radio, pour le coup. Donc là, c'était pour récupérer la clé d'un portail d'immeuble. Vous voyez que là encore, le changement de plan nous indique qu'il y a un élément important à prendre en considération. On reprend notre petit chemin. Alors, soyez en passant, là, je vais vite, hein, mais ce moment où on se perd dans la ville, la première chose qu'on fait aussi en tant que joueur, c'est qu'on essaye d'ouvrir toutes les portes. Hein. Concrètement, on ne sait pas quel chemin suivre, on ne sait pas où est-ce qu'il faut aller. Du même coup, bien sûr, on va être un petit peu forcé de tester, hein, les différentes portes qui s'offrent à nous. Et en fait, elles sont quasiment toutes fermées. Il n'y a quasiment aucune porte ouverte. Donc c'est encore une fois un monde ouvert qui est paradoxal. Il donne l'impression d'une grande liberté pour le joueur, alors qu'en fait, cette liberté est bridée de toutes parts. Et on nous empêche en fait de découvrir l'espace environnant. Ce qui crée en fait un sentiment assez particulier de claustrophobie à ciel ouvert. C'est assez amusant cette impression, hein, que effectivement on a l'impression qu'on peut aller partout, mais finalement on est enfermé. Regardez ici aussi, hein, un magasin avec un changement de plan, on se dit ah, il va y avoir un truc. Non, mais par contre il y a une trousse de secours, très bien. Bon.
En fait, on comprendra plus tard que cet endroit sera explorable. Mais pour l'heure, effectivement, ce n'est pas le cas. Alors, si on continue tout droit ici, on arrive en réalité face à un mur, là encore, qui va nous empêcher de passer. Et qui, bien sûr, hein, quand on est en train de jouer, nous fait nous dire que finalement, il n'y a pas d'issue possible. Avec cette instruction énigmatique, hein, la porte des ténèbres s'ouvre sur un cauchemar, et quand on essaye d'ouvrir, c'est verrouillé. En fait, là, il y a une forme de petite exploration à mener, hein. Il faut comprendre qu'il y a une porte ici qui nous est indiquée par un changement de plan, et qui nous fait comprendre que cette porte peut s'ouvrir, avec la clé qu'on a récupérée. Et là, c'est génial. Ça a été extrêmement commenté aussi. Jusqu'à présent, vous dites, voilà, Silent Hill, c'est les collines du silence, et on a effectivement ce silence environnant avec ces nappes sonores très sourdes, etc. Mais on s'est rendu compte jusque-là que ce silence, c'était pas vraiment du silence. Il y avait plein de bruits, en fait. Les bruits de la nature, les bruits de la forêt, les bruits de ces nappes sonores, les bruits de pas. Quand on arrive en ville, on entend des espèces de petits sons de bruits de ville. En fait, on a l'impression que la ville est habitée, alors que c'est pas le cas, etc. Mais là, quand on franchit ce grillage, nouveau franchissement de seuil, hein, dans le récit, eh bien, il n'y a plus de bruit du tout. Et ça, Akira Yamaoka, il tenait beaucoup. Il voulait qu'il y ait ce moment dans le jeu où il n'y ait plus de son du tout pour qu'on s'aperçoive à quel point le silence est un son. Le silence est un son, le silence veut dire quelque chose. Et là, pour le coup, le fait qu'il y ait cette absence sonore totale crée chez le joueur un moment on est très décontenancé, en fait. On ne sait pas du tout pourquoi il n'y a plus de son. Ça crée tout de suite une inquiétude. De toute façon, dans le jeu, n'importe quel élément qui varie dans le gameplay, crée une inquiétude. On ne sait pas ce qui va nous tomber dessus, ou la raison pour laquelle ce silence apparaît. Alors, je passe assez vite, hein, mais concrètement, ici, il s'agit d'entrer, hein, dans cet immeuble, et donc de l'explorer avec un petit point de sauvegarde qui va nous dire qu'on est vraiment dans un nouveau moment de jeu, concrètement. Ici, un nouveau parti pris dans l'épouvante va être adopté, puisque jusqu'à présent, c'était le brouillard qui était à l'origine de l'inquiétude du joueur. Ici, on va revenir sur un canevas beaucoup plus classique, où la peur va venir de l'obscurité des espaces étroits. On était sur une terreur à ciel ouvert, en pleine brume auparavant. Et ici, effectivement, on est, hein, dans ces couloirs beaucoup plus refermés, qui va du coup, hein, par l'aspect exigu des lieux, provoquer un sentiment d'inquiétude, mais différent de celui qu'on a vu au départ. Donc là, on le voit, deux possibilités, toutes deux handicapées par le hors-champ interne, donc cette zone complètement plongée dans l'obscurité qui nous empêche de savoir véritablement où aller. D'ailleurs, pour l'anecdote, un point qui est assez intéressant à relever ici, c'est que la différence entre les passages embrumés et les passages en intérieur dans l'obscurité ont été étudiés par des chercheurs, mais sur le plan quasi cognitif. C'est-à-dire que des chercheurs à l'université de Gotland en Suède qui ont en fait fait des études de eye tracking. Vous savez, c'est ce principe qui consiste à analyser les mouvements oculaires lors d'une session de jeu ou d'un film et de voir où le regard se dirige pour essayer de comprendre comment fonctionne cognitivement un joueur face à des images. Et en fait, ils se sont rendus compte d'un truc assez génial, c'est que lorsque le joueur est dans les zones de brouillard, il passe à peu près 35% de son temps à scruter le brouillard, alors qu'on n'y voit rien concrètement. 35% du temps, l'œil navigue dans le brouillard. Dans les séquences dans l'obscurité, les moments où l'œil se focalise sur l'obscurité, 5%. Ce qui quand même dit quelque chose de la sensation d'oppression que créent les espaces extérieurs, alors qu'on pourrait penser que c'est l'inverse. À l'extérieur, on peut s'échapper, alors que là, pour le coup, on est beaucoup plus emprisonné, on n'a pas d'échappatoire. Et bien pourtant, en fait, le joueur est beaucoup plus stimulé dans l'inquiétude et dans l'angoisse lorsqu'il est en extérieur dans le brouillard. Alors là encore, on est dans un moment de jeu, hein, où il y a énormément de portes fermées qu'on ne peut pas ouvrir. Alors là, il y a effectivement une zone qui va avoir son importance par la suite avec un vide ordure qui va nous servir en fait sur un élément de gameplay où il va falloir en fait débloquer ce qu'il y a là-dedans. Le jeu est parsemé de petites énigmes comme celle-ci. Et puis vous l'avez vu, hein, des portes qui vont majoritairement être fermées. Quasiment toutes les portes sont fermées, à part quelques-unes. Et en fait, la peur va aussi venir des portes qui s'ouvrent, parce qu'on se dit, oh là, cette porte s'ouvre, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important derrière. Donc ça crée aussi une forme d'attente, d'appréhension, etc. Vous entendez la radio, on devine qu'il y a un monstre tapi dans l'obscurité.
mais on a cette porte qui s'ouvre juste avant. Et ici, c'est une des séquences que je préfère dans l'ouverture du jeu. Alors, je vous commande d'abord en termes de mise en scène ce qu'ils ont réussi à faire au sein du gameplay, parce qu'en fait, il n'y a pas de cinématique ici. C'est que du gameplay, et pourtant, c'est extraordinaire. James Sunderland arrive ici, c'est une des premières pièces qu'il explore, vous le voyez. Ici, il a une sorte de placard dans lequel il peut rentrer, mais ça ne mène nulle part, en fait. Et la seule chose qu'il peut faire, donc, c'est se diriger vers ce hors-champ, donc, qui, lui, ne sait pas ce qu'il y a, il ne voit pas ce qu'il y a, nous-mêmes ne savons donc pas ce qu'il y a. Ce qui fait que là, on nous met complètement dans la peau de ce personnage. Et là, la touche qui permet de redresser le regard, elle fait rien, on ne peut pas voir ce qu'il voit. Ça nous oblige donc à avancer. Et voici ce qui se passe quand on avance. Ça, c'est génial. Ça, c'est une des plus belles idées que j'ai vues dans un jeu vidéo. L'élément de gameplay de début avec James qui tourne la tête quand il voit un item ou un objet à récupérer ou un monstre, ici, il l'utilise pour pointer un objet du décor. Et cet objet du décor, vous le voyez, c'est un mannequin qui est situé ici. Mannequin dont on comprendra a posteriori dans le récit qu'en fait, il porte les vêtements de la femme défunte de James. Ce qu'on comprend en fait à demi-mot ici par justement la composition de l'image. Le fait que quand on pénètre dans ce cadre, vous avez vu, on est situé, le mannequin est situé quasiment sur une règle des tiers, le regard se dirige vers ce mannequin, et en même temps, ce mannequin projette, vous l'avez vu, une lumière sur le personnage qui produit cette ombre portée sur le mur, c'est-à-dire qu'en fait, ce mannequin opère comme un projecteur sur James qui finalement voit quelque chose dans ce mannequin. Il comprend que ce mannequin recèle quelque chose. Du même coup, forcément, on va vers ce mannequin. Et qu'est-ce qu'on va y trouver ? C'est pas étonnant. C'est une broche lumineuse qui éclaire. Et vous voyez que là, la mise en scène, vous avez vu que la caméra, elle s'est déplacée. On était sur une composition qui utilisait la règle des tiers, et d'un seul coup, on va créer une sensation de frontalité, comme si on confrontait ce mannequin et James, comme s'ils se confrontaient à un souvenir. Et donc, forcément, on va récupérer ce qu'il y a ici. Une torche électrique. Et voilà, en fait, l'élément de gameplay était absolument pas inutile. C'était en fait l'annonce qu'il y avait un monstre, mais qu'on ne pouvait pas deviner en fait à ce moment-là. Nouvelle créature dans le jeu, une créature qui a été, une des créatures de Silent Hill 2 qui a été extrêmement commentée, qui est en fait un mannequin, mais qui ne se compose que de paires de jambes. Et qui a été très étudié sur le plan psychanalytique, qui représente en fait les désirs refoulés de James en réalité, et qui nous montre effectivement à quel point, qui nous montre en fait la frustration sexuelle du personnage par rapport à sa femme, dont on comprend progressivement que sa maladie l'a amené à être alité et qui fait que James a eu cette espèce de frustration sexuelle vis-à-vis de cette situation, et qui est complètement représenté par ces paires de jambes, très clairement, qui sont montrées de manière frontale de cette manière, et qu'il va régulièrement affronter dans le cadre du jeu. D'ailleurs, un point qui est quand même assez passionnant avec Silent Hill, c'est quand même le fait que... J'entends une... On va aller par ici. C'est le fait que les créatures, je le disais, sont vraiment liées au personnage de James. C'est-à-dire qu'en fait, la grande idée de la saga, c'est que chaque nouveau personnage qui investit Silent Hill va produire l'apparition de nouveaux monstres. Il n'y a pas d'attente en réalité liée au lore ou qui serait fondamentalement liée à la mythologie de Silent Hill. C'est en fait simplement des créatures qui sont... je ne sais plus comment on fait quand ils sont à terre, peu importe, c'est pas très grave. Ce sont des créatures qui sont entièrement liées en fait à la psyché des personnages. Donc là, on est dans une phase un petit peu d'exploration. Ce qu'on constate en fait à mesure qu'on avance dans ces pièces de l'hôtel, et c'est déjà d'ailleurs quelque chose qui a été reproché au jeu par certains commentateurs et joueurs, c'est le fait qu'en fait c'est un jeu extrêmement répétitif au début. C'est-à-dire que quasiment toutes les pièces sont similaires. Elles ont exactement la même structure. On va en regarder une autre si vous voulez. Vous allez repérer qu'en fait il y a une forme de répétitivité dans le game design. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ici. Alors, on a une grille qui nous empêche de passer. Et puis, donc, sur le côté, on a une porte dans laquelle on peut traverser.
Et vous voyez, c'est toujours la même structure de pièces. C'est les mêmes configurations, etc. Il y aura des petites variations de temps en temps, mais on retombe toujours sur les mêmes pièces. Cette répétitivité, elle est aussi, elle fait partie de l'ADN de la série, et elle participe de l'angoisse, parce qu'on a l'impression que tout se ressemble et qu'on devient un peu fou, en fait, en constatant que rien n'évolue, en fait. On a l'impression de tourner en boucle, comme James, en réalité, dans sa propre tête. Alors, je me permets de monter tout de suite à l'étage pour déclencher une cinématique et pouvoir avancer un tout petit peu dans le récit, puisque je constate que l'heure tourne tout de même et qu'il faut qu'on avance un petit peu. Et donc là, un changement de plan nous indique qu'il y a un objet à récupérer, qui est cette clé que l'on voit ici au sol. Choix, allons-y. Alors ici, on a ce petit effet de surprise assez convenu, hein, avec ce zoom avant sur la main du personnage. Donc on sait bien comment on rétrécit le champ, on se doute que quelque chose va surgir, mais effectivement, on ne s'attend pas à ce que ce soit une petite fille qui nous nargue de surcroît. Personnage un peu surprenant, hein, dans cet univers très glauque. On se demande ce que fait ce personnage ici. Mais finalement, ce n'est pas l'important, puisque l'important, c'est qu'on ne peut pas récupérer la clé et qu'il faut trouver une autre manière de la récupérer. Alors, on va aller récupérer autre chose, en revanche, à cet étage. Je ne me rappelle plus bien où c'est. C'est pas là, c'est la suivante. Quelque chose qui va faire pousser un rage de soulagement aux gamers invétérés et brutaux que vous êtes toutes et tous, j'en suis sûr. Il y a une arme. Alors, je ne sais plus comment on la récupère, mais il y a forcément moyen de la récupérer. Non, bizarre, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas la récupérer. Voilà. C'est des petits bugs, vous savez, de ces jeux de l'époque, on sait très bien comment c'est. Puis même des jeux récents, on sait que ça peut tout à fait arriver. Donc nous avons une arme, et on se dit, ah voilà, enfin, nous sommes aptes à affronter les menaces, on n'a plus simplement une petite batte, etc. Bon. Soit dit en passant, l'arme, je ne la trouve pas forcément, enfin elle est utile à certains moments, mais on peut d'ailleurs l'équiper. C'est vrai que je n'ai pas parlé de ça, on a un inventaire, hein, bien sûr, qui nous permet, hein, voilà, de nous équiper de ce que nous avons avec nous. Et donc là, voilà, on a cette arme que nous pouvons utiliser pour se débarrasser de certaines menaces. Donc on a récupéré cette arme et on se dit, bon, bah du coup, elle va sans doute être utile pour quelque chose. Sauf que vous avez peut-être repéré que jusque-là, bon, là, vous n'avez pas forcément eu l'impression de cela, puisque on est finalement resté assez... Enfin, j'ai pas exploré toutes les pièces, etc. Mais en fait, quand on explore toutes les pièces, on s'aperçoit qu'en gros, il y a à peu près celle que je vous ai montrée, peut-être une de plus, mais pas plus. Le reste, c'est que des portes fermées. Donc là, on se dit, bah ouais, mais où est-ce qu'il faut aller ? En réalité, il y a un truc que je ne vous ai pas montré, c'est que dans la pièce du fond, au fond du couloir, vous vous rappelez tout au bout, il y a en fait une énigme avec une horloge. C'est dans une pièce cachée, j'aurais dû vous la montrer, je suis bête, parce qu'on va y retourner justement. Et évidemment, comme on obtient cette arme, on se dit peut-être que ça va servir, on ne sait pas, peut-être à casser le cadran de l'horloge, que ça y est, il y a sans doute peut-être des possibilités, hein, qui vont apparaître. Énigmatique, ce bruit, qui n'était pas là au départ. Et ça non plus, c'était pas là au départ, rappelez-vous. Il s'agit de la première apparition d'un personnage absolument culte, qui est Pyramid Head, et sur lequel je m'attarde une seconde, puisque cette apparition, qui est vraiment la première du personnage, plusieurs analyses disent que la première apparition, c'est la suivante, qui est extrêmement traumatisante, mais qui, en fait, pour moi, n'est pas la première apparition, puisque c'est celle-ci, concrètement, et qui est presque plus inquiétante que l'autre, puisqu'ici, je crois que ce qui est fondamentalement inquiétant, c'est que c'est une créature qui ne bouge pas, qui n'attaque pas, qui est là derrière les barreaux et qui nous regarde, qui nous observe, qui nous scrute, qui nous analyse, et qui crée une sensation qui n'est pas sans faire écho à celle qu'on a ressentie au tout début du jeu quand on se regardait dans le miroir.
Il y a un jeu comme ça d'écho entre les deux personnages qui se regardent avec cette grille qui opère effectivement comme une surface sur laquelle se réfléchirait le personnage de James. Et c'est ça aussi qui est extrêmement inquiétant dans le jeu, c'est quand on sait que toutes ces créatures sont des projections imaginaires, en tout cas, ou psychiques, du personnage sur les éléments de la ville. Et cette créature, donc très musculeuse, avec cette tête de pyramide géante, intrigue au début quand on la voit, effraie également un petit peu, angoisse en tout cas. On ne sait pas ce qu'elle peut représenter. Et évidemment, énormément de commentaires et d'analyses ont été faites sur Pyramid Head, avec le fait que cette pyramide représente en fait presque un masque de bourreau, et que finalement, il représente une sorte de châtiment, un bourreau qui va apporter un châtiment au personnage. Et ce côté pointu de la pyramide, ce côté anguleux qui va aussi représenter la souffrance, et ça aussi, Masahiro Ito, il a beaucoup insisté là-dessus. Et c'est un personnage qui, on le comprendra plus tard dans le jeu, est intimement lié à James. Pourquoi j'insiste là-dessus? Pour deux raisons. Déjà parce que, quelques années plus tard, un autre studio que la Team Silent réalise le jeu Silent Hill Homecoming, qui est un jeu qui reprend le lore de Silent Hill, mais qui ne comprend absolument rien au lore de Silent Hill, et qui nous remet Pyramid Head avec un autre personnage, qui est l'idée la plus idiote du monde, puisque le personnage de Pyramid Head est censé être complètement intimement lié à James Sunderland. Donc s'il n'y a pas James Sunderland, il n'y a pas Pyramid Head. Ils l'ont mis pourquoi? Parce que le personnage a fait beaucoup parler, qu'il a beaucoup marqué. Et du même coup, personnage culte, hop, on va le réintégrer dans la franchise, sans que ça fasse de sens. Et je pointe du doigt une adaptation que vous connaissez sans aucun doute, l'adaptation en film de Christophe Gans, que certains aiment bien et trouvent intéressante, que je trouve pour ma part complètement ratée, pour une de ces raisons, c'est qu'il y a Pyramid Head, mais que le personnage n'est pas James Sunderland. Donc, Christophe Gans, qui pourtant a très bien compris la série, c'est ça que je ne comprends pas en fait, c'est quelqu'un qui, quand il parle de Silent Hill, on sent qu'il a saisi toute la sève de la série. Mais de faire ça, de montrer ce personnage dans ce film, c'est complètement dénué de signification. C'est complètement à côté en fait des enjeux, des vrais enjeux qu'il représente. Bref, et vous voyez quand on s'éloigne, c'est assez génial, il va du coup être éclairé en rouge, qui va accentuer la dimension de danger, de mort, etc. Bref, retournons un instant dans notre petite pièce pour vous montrer la fameuse énigme, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'était pas là tout à l'heure. Alors ça aussi, petite idée assez géniale, c'est que le fait de répéter les chants, les pièces, de faire en sorte qu'elles se ressemblent absolument toutes, etc., donne une impression de répétition obsédante, on l'a vu, et du même coup, quand on revient dans ce couloir, alors qu'on l'a déjà arpenté, qu'on est censé se sentir en sécurité, et que des choses ont changé, ça procure tout de suite une sensation de peur très forte chez le joueur qui du coup se dit, mais ça veut dire que peut-être toutes les pièces sont changées et que le sentiment de sécurité que je croyais avoir va être complètement biaisé. Mais ça va encore plus loin quand on réfléchit à la définition qu'on donne de la folie, de manière générale, une définition que vous connaissez. Quand on dit que la folie, c'est quoi? C'est faire la même chose encore et encore et encore, et en fait espérer un résultat différent. Là, en explorant toutes ces pièces qui sont exactement les mêmes à chaque fois, en répétant ad nauseam les portes fermées, les pièces qui se ressemblent, on se dit qu'on est dans cette répétition, mais qu'on n'attend rien de différent, puisqu'on s'attend à ce que, finalement, quand on ait visité une pièce, elle soit la même quand on y retourne. Et là, en fait, ce n'est pas le cas. La chose différente qu'on attend quand on est censé être fou, ça se produit. Ce qui tend à nous faire comprendre que James, effectivement, il n'est pas si net que ça. Un personnage qui paraît relativement sûr de lui, il est stable au début du jeu, et petit à petit, cette image va s'effriter, et elle va s'effriter par des petites idées comme ça, de mise en scène et de traitement visuel, que je trouve tout à fait passionnantes. Alors, je pense qu'on va commencer à tirer quelques conclusions tout de même, parce que je vois que l'heure tourne. Il y a cette idée, alors je voulais aller un tout petit peu plus loin, mais c'est pas grave, j'ai juste évoqué un passage un peu plus lointain où le personnage se met volontairement en danger, de plusieurs manières. Et je vous parlais tout à l'heure du fait qu'on pouvait résister à cette mise en danger. Ce qui est assez fou avec Silent Hill, Silent Hill 2, c'est que c'est un jeu qui est extrêmement psychologique, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement psychologique au niveau du contenu, il est aussi psychologique par rapport aux joueurs. C'est-à-dire que la façon de jouer va avoir un impact sur les diverses fins du jeu. Et il n'y a pas d'embranchement de type, à un moment donné, on sait qu'on a un choix à faire et que ce choix va déclencher une fin ou une autre. C'est juste la manière de jouer sur le long terme qui fait qu'on va avoir telle ou telle fin. Et ça, il n'y a aucun moyen de le savoir, en fait.
C'est-à-dire qu'on va jouer de la manière qui nous paraît la plus correspondre en fait à notre façon d'être. Et ce faisant, on va avoir une fin qui nous sera adaptée. Donc c'est un jeu qui non seulement fait une psychanalyse du personnage, mais qui, d'une certaine manière, joue la carte de la psychanalyse du joueur lui-même. Il y a un renversement comme ça qui est assez génial, et que d'ailleurs le jeu Shattered Memories, je crois, reprendra par la suite. Mais effectivement, ces choix impossibles qu'on va nous demander de faire à plusieurs reprises dans le récit vont faire vaciller notre raison. Et en tant que joueur, il y a même des moments où on se dit là, j'arrête de jouer parce que ça me met vraiment trop mal à l'aise et j'ai pas spécialement envie de creuser les choses, parce que là c'est rien ce que vous avez vu. Après dans le jeu, ça va vraiment beaucoup plus loin dans les choses un peu traumatisantes. Donc ce qu'on comprend assez rapidement, et je conclurai là-dessus, c'est que nous sommes bel et bien confrontés à un trauma ici, parce que c'est pas juste que le personnage il est un tout petit peu déséquilibré, parce qu'on se doute bien que la ville elle ressemblerait pas à ça s'il avait juste un petit grain de folie, parce que si on comprend que la ville elle se fait le reflet de la psyché des personnages, là on voit bien que même cette image là, le type il est profondément dérangé, il y a un truc vraiment qui va pas chez lui, et ce truc qui ne va pas, c'est pas juste quelque chose qui date d'il y a longtemps, c'est quelque chose qui est lié à un trauma qu'il essaye de résoudre, et en fait ce trauma, bien sûr, vous vous en doutez, le jeu va le creuser tout au long du récit. Là, aujourd'hui, je ne vous en dirai pas plus, parce que je ne voudrais pas spoiler, mais ce trauma est évidemment à la base d'une double pirouette scénaristique qui fait qu'on renverse complètement l'appréhension qu'on avait du jeu au départ. Et j'enjoins ceux parmi vous qui n'ont jamais joué à Silent Hill 2 de le faire, et surtout de se remémorer le plan, pas d'ouverture exactement, mais le plan de la deuxième cinématique, avec James qui observe le paysage, etc. Un plan qui, en réalité, a un deuxième niveau de lecture. Pour ceux qui sont curieux, qui n'ont pas envie de faire le jeu, vous verrez me voir à la fin, et je vous spoilerai allègrement la fin. Mais pour les autres, vraiment, faites-le, parce que cette œuvre est absolument extraordinaire, et il faut la faire, je pense, au moins une fois dans sa vie. Voilà, je vous remercie. Ouais, peut-être une ou deux vite fait, que j'essaie d'être bref. S'il y a une question, et puis après on va libérer la salle parce qu'il y a le film. Merci beaucoup pour cette présentation. Au cinéma d'un jeu vidéo, la figure de la maison est hyper importante, surtout dans les années 90. Je pense forcément à Resident Evil, Night Trap ou à 50 000 autres. Et je voulais savoir, selon toi, de quoi le lieu maison et le personnage maison pouvaient se nourrir. Parce que dès qu'on arrive, ce panneau de trespassing sur une grille, forcément, je pense à Citizen Kane. Quand je vois un costume porté avec une source lumineuse, forcément, je pense à Psychose. Peut-être que ce n'est pas le cas, peut-être que ce n'est pas ton point de vue, mais de quoi, pour toi, cette maison se nourrit ? Alors, ce qui est assez intéressant dans Silent Hill 2, c'est que c'est pas vraiment une maison. C'est vraiment une ville avec des immeubles, etc. On n'est pas exactement dans le... Ouais, mais la maison en elle-même, quand elle est dans le cadre du jeu vidéo ou même du cinéma d'horreur, de toute façon, c'est le lieu du trauma familial, c'est le lieu du souvenir familial. En fait, c'est la façon dont la mémoire de la famille qui habite là refait surface, en fait, de manière plus ou moins horrifique. Et donc forcément le jeu vidéo va se réapproprier cette idée de mémoire familiale liée à la maison, à cette figure de la maison. Là effectivement Silent Hill, ce qui est plus compliqué, c'est que comme il n'y a pas de maison, la mémoire en fait, ou le trauma mémoriel, il est vraiment lié au personnage qui va voir dans cette ville un reflet de ce qu'il est, de ce qu'il pense être en tout cas, et de ce qu'il pense être le monde autour de lui. Donc c'est un tout petit peu différent, mais par contre oui, la maison a un rôle, enfin dans le jeu vidéo a souvent joué un rôle de cet ordre-là. Ouais. Bonjour, moi j'ai joué qu'au premier Silent Hill et ma question c'était de savoir dans cette introduction est-ce qu'il y a déjà des éléments peut-être de subversion pour les joueurs qui ont déjà joué au premier opus, ou est-ce que on est plus dans une optique de on se sent un peu à la maison entre guillemets quand on a joué à ce premier épisode? Non, on ne se sent pas du tout à la maison. L'ouverture déjà, tout ce début que moi je vous ai fait en parlant, en mode c'est la promenade, non mais c'est terrifiant la première fois qu'on y joue, parce que justement on a le souvenir du premier. Alors, le premier, il y a une ouverture qui est mémorable en fait, où on a ces plans de caméra qui vont tourner, basculer en même temps qu'on se déplace dans des décors de plus en plus glauques avec ces créatures qui nous agressent à la fin, et on est obligé de mourir dans le premier. Donc il y a un truc qui est extrêmement traumatisant, ça n'était jamais arrivé dans le jeu vidéo jusqu'à présent. Et là, le 2 commence, on s'attend à quelque chose comme ça. On se dit, ils vont nous refaire le coup.
et ils ne le refont pas. Donc c'est déjà une forme de subversion où on se dit il y a une attente qui est créée, mais on va la détourner pour créer une autre angoisse, une angoisse qui est plus existentielle que simplement liée à la peur de se faire agresser par des créatures finalement. Parce que là, il n'y a rien, il n'y a pas de créatures qui nous agressent. Donc là, juste pour vous répondre là-dessus brièvement, c'est ça. Pour moi, la grosse subversion du début du jeu, c'est ça. Et puis, dans Silent Hill 1, il y a un travail sur la mise en scène dans le gameplay qui est encore plus omniprésent. Les mouvements de caméra, les cadrages, c'est omniprésent. Là, il y en a beaucoup moins. À partir du moment où on arrive dans la ville, le gameplay devient très basique, personnage au centre, et on le suit, avec 2-3 exceptions. Dans le premier, c'est très différent. Donc, ça ne joue pas sur les mêmes rapports à l'espace non plus. Donc, c'est quand même un jeu très différent. Si on veut se rapprocher plus du premier, il faut faire le 3, qui, pour le coup, est une réponse. Le 3 est la suite directe du premier, en réalité. Alors que le 2 est presque à part. On peut faire le 2 sans avoir fait le premier, concrètement. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Silent Hill 1 pour comprendre l'histoire du 2. Juste par rapport à la psychologie et aussi à un certain antagonisme, quel équilibre trouve le jeu entre les tendances on va dire dangereuses du personnage vis-à-vis de sa propre sécurité et le fait que parfois en psychologie il faut un peu se battre contre soi-même pour devenir une personne meilleure? Quel équilibre trouve le jeu entre se faire du mal et se faire du mal pour se faire du bien? En fait, ce qui est assez amusant, c'est que déjà ce que vous expliquez ici, je ne l'ai peut-être pas forcément bien dit dans la présentation, mais en fait, pour moi, c'est une problématique de joueurs. Parce que, notamment de joueurs de survival horror. Parce que quand on joue à ce genre de jeu, c'est pas on se fait pas plaisir concrètement, c'est pas plaisant comme expérience. Et on se fait du mal, nous-mêmes. Et en fait, quand on va affronter ces créatures, etc., il y a un truc qui n'est pas instinctif. Donc, bien sûr, il y a des mécaniques de jeu qui nous amènent là-dedans, mais expliquer pourquoi est-ce qu'on décide de se faire mal de cette manière, ça pose question. Et donc, c'est pour ça que Silent Hill 2 met ça en abîme. C'est, contrairement à des jeux qui l'adoptent de manière un peu automatisée, un peu mécanique, je trouve que ce jeu-là nous questionne là-dessus. Nous dire, mais est-ce que tu as vraiment envie de faire ça? Est-ce que tu as vraiment envie de faire ce que le personnage fait? Et c'est la première fois que ça arrive dans un jeu vidéo. Enfin, le premier le faisait un peu déjà, mais de manière beaucoup moins forte. Là, ça devient quasiment un enjeu de narration. Et donc, pour répondre à votre question, l'équilibre avec le moment où on se fait mal pour se faire du bien, c'est la fin du jeu, en fait. Ce sont les fins du jeu, pour le dire autrement, mais c'est la façon dont on résorbe le trauma, dont on comprend le trauma et qu'on arrive à le dépasser de diverses façons. Ça dépend de la fin qu'on choisit, même si le trauma est terrible. Mais c'est là que le jeu arrive à passer un palier, en fait. Alors, je vous le dis aussi, je ne l'ai peut-être pas dit au début, enfin, je l'ai dit un tout petit peu, mais c'est un jeu extrêmement déprimant. J'ai dit qu'il faut le faire une fois dans sa vie, mais le faites pas si vous êtes déprimé. Hein, c'est terrible, ce jeu. C'est d'une tristesse absolue, mais... Et c'est une des rares œuvres à m'avoir fait ressentir ce vide abyssal, existentiel, qui résulte du trauma qui est présenté dans le récit. Mais ce dont il faut faire l'expérience, c'est la façon dont on nous fait partager ce trauma. Et là, il y a des trucs vraiment tellement incroyables, en fait, mais qui sont liés à votre question, pour le coup. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci à vous. Je vous invite à continuer à vous faire du mal ou du bien. Avec Fogg, c'est en salle Jouvet. On vous retrouve tout de suite. Merci beaucoup.